I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Abernamak. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Chloé. Salut Nat, comment ça va? Ça va trop bien, et toi? Eh ben écoute, ça va bien. C'est le jour du point série du mois d'avril. J'ai dû réfléchir quel mois on était dans ma tête. Le temps file beaucoup trop vite. C'est ça. J'ai l'impression qu'on a fait le dernier point série genre hier. C'est fou. Mais oui. Hein, toi aussi, J'ai t'as fait vu ça tout à l'heure que je l'avais même pas supprimé de mon ordinateur, en fait, tellement dans ma tête, c'était encore d'actualité. T'as beaucoup de séries ce mois-ci? Eh ben non, écoute, j'ai vraiment pas beaucoup de séries ce mois-ci pour deux raisons. La première, c'est que je suis un peu dans une panne de séries en ce moment. Ah ouais? J'ai un peu du mal, mais moi c'est comme ça quand je suis un peu fatiguée, j'ai un peu j'ai pas été toujours en super forme ces derniers temps. Ouais. Et quand dans ces moments-là, j'ai du mal à m'investir dans des trucs nouveaux. J'ai souvent là que je lance des rewatch, mais j'arrive pas à trouver le bon rewatch qui est dans le bon sens. Du coup, je vais plus regarder des films ou jouer aux jeux vidéo ou lire, faire donc un petit peu moins de séries dans ma consommation. Et en plus, dans les séries que je regardais, en fait, on a plusieurs, enfin, il y en a 3 sur lesquels on a des épisodes spéciaux. Donc, je suis là, est-ce qu'on en parle déjà un petit peu dans le point série ou pas? Donc, voilà. Bon, il y en a un, on a déjà diffusé. On a regardé toutes les deux Malcolm et on va poser, je crois que c'est l'épisode juste avant celui-là. Ouais. C'est ça. Donc, on vous a partagé notre avis de la suite de Malcolm. Notre avis sans filtre. Juste, un tout petit spoiler. On n'a pas du tout aimé. Aucune des deux n'a aimé. Voilà. Donc, allez écouter. Si vous avez trouvé que c'était nul, et ben du coup, vous pouvez aller écouter pour voir, que vous avez arrêté en début de série parce que vous trouviez ça trop nul. Vous pouvez aller écouter pour voir un peu ce qui se passe après. À quel point c'était vraiment trop nul et que vous avez bien fait de passer votre chemin. Et puis, si vous n'avez pas regardé, ne regardez pas, écoutez juste notre podcast. Et aussi, si vous avez aimé quand même. Oui, vous avez le droit d'avoir aimé, désolé, on ne juge pas. Si vous avez aimé, écoutez-le quand même, parce que du coup, on va avoir des arguments en opposition. Donc, ça peut être pas mal d'avoir un point de vue aussi de personnes qui ont aimé, parce que c'est vrai que pour nous, c'est difficilement concevable qu'on puisse aimer Malcolm, l'original, et celle-ci. Mais discutons-en, allons-y. Dites-nous si vous avez aimé, pourquoi. Et bien en plus, du coup, si vous écoutez notre épisode et vous voyez des trucs que nous on critique et vous n'êtes pas d'accord, venez nous le dire, parce que moi je trouve ça trop intéressant d'avoir d'autres points de vue et de gens qui disent mais non, mais tel truc c'était bien pour telle raison, parce que des fois il y a des choses qui t'échappent, donc pourquoi pas, dites-le nous. Exactement. Ouais, j'ai le même problème que toi ce mois-ci, c'est que effectivement on a 3 épisodes spéciaux là qui vont arriver, donc Malcolm c'est fait, et on a encore Euphoria et The Testament, donc je les ai mis de côté. Et pareil que toi, tu vois, je me dis est-ce qu'on en parle un petit peu ou est-ce qu'on garde pour les épisodes spéciaux? J'aurais tendance à me dire peut-être qu'on peut en parler un peu, donner un peu la température et puis ensuite garder pour les épisodes spéciaux. Ça. Et puis moi j'ai aussi des séries, je préfère attendre que la saison soit finie pour donner mon avis, surtout sur certaines séries. Et donc là par exemple, il y a Outlander qui est en cours, qui est pas terminé, il reste genre 2 ou 3 épisodes. Je trouverais ça dommage de donner aujourd'hui mon avis sur la série alors que le final, je vais le regarder dans 2 semaines, quoi. Ouais, c'est sûr. Et que ça peut tout changer sur ton avis, surtout que c'est le final. Donc je vais pas vous dire aujourd'hui ce que je pense de cette saison alors que j'attends qu'on me donne vraiment la conclusion, quoi. Mais je veux quand même dire une petite chose là-dessus. C'est on avait, alors je ne sais plus dans quel point série je disais le trailer de la dernière saison d'Outlander est sorti, et je te disais il y a 2 mystères sur lesquels j'attends des réponses, et il y en a un, c'est un mystère, je savais pas si elle allait donner une réponse, c'est dans le tout premier épisode de la saison 1, on voit le fantôme de Jamie, l'Écossais, et j'étais là, ça, ils sont pas obligés forcément d'amener une réponse, ça peut juste être un fantôme et on n'a pas besoin d'expliquer des trucs. Mais je pense j'aimerais qu'on me donne une explication, un truc plus que c'est un fantôme, une hallucination ou un truc comme ça. Et il y a quelques jours, le compte officiel de Outlander a posté
cette scène en disant il y a encore des questions qui doivent être répondues, quoi. Ok. Ils ont pas dit ça de cette façon. Ouais, mais ça arrive, quoi. Voilà, donc j'étais bien. là, mais il va y avoir une réponse. J'étais très contente. T'aimerais que ça soit quoi? Je sais pas, j'ai pas de. Enfin, si, parce qu'il y a des scènes. Il y a 1 ou 2 scènes où tu te dis, il voit un peu dans le futur ou parce qu'il décrit genre un rêve qu'il a eu de Claire et il dit et en fait, il décrit un peu cette scène, tu vois, que t'es devant dans ton miroir, tu te coiffes les cheveux et la lumière, elle est vraiment très, très forte. Je pense que c'est ça, la lumière électrique dont tu m'as parlé, quoi. Et il y a une autre fois, je crois qu'il parle d'un téléphone, un truc pareil qu'il a vu en rêve, tu vois. Donc je me dis, bah lui aussi, il a peut-être une connexion comme ça à travers le temps avec le futur. Et est-ce qu'il arrive à se projeter? Est-ce que il va mourir et en mourant, il va se projeter dans le futur pour un bref instant? Enfin, toi, je pense qu'il y a plein de c'est vrai, de possibilités et de potentiel pour faire une très belle scène, plein d'émotions. J'ai hâte que tu m'en parles le mois prochain. Bon, voilà, ouais. Bah, moi aussi. Alors, du coup, il y a quoi sur ta liste? Bref. Sur ma liste, en plus de ce qu'on a dit, donc il y a 2 séries. The Pitt et The Chair Company. Ça change des mois où je dis j'ai pas regardé grand chose et il y a 6 séries. Bah là, je peux vraiment dire. J'ai pas regardé grand chose. Ah ouais, effectivement, il y a pas grand chose, mais c'est cool. J'ai quand même hâte de voir. Et surtout The Pitt. Je sais que t'adores cette série, donc j'ai hâte de savoir ce que t'as pensé de la saison. Et toi, il y a quoi sur ta série, sur ta liste? Alors moi, j'ai Imperfect Women, King and Conqueror, Margot a des problèmes d'argent, The Comeback et Wonder Man. Plutôt Trop pas bien. mal. Plutôt pas mal. Qui c'est qui commence? Eh ben écoute, t'en as plus, donc commence. Ok. Alors attends, par quoi je vais commencer? Ah, Imperfect Women. Donc, si je me souviens bien, tu nous en as. C'est ça dont tu nous as parlé le mois dernier. Tu n'étais pas convaincu. Il y avait une histoire d'un mec qui était mort et d'une copine qui sortait avec son veuf un peu trop rapidement. C'était ça? Oui, alors. C'était une autre série, ça. Alors c'est ça. Et du coup, c'est une meuf qui est morte. T'as 3 amis. Ah, c'est une meuf qui est morte, oui, pardon. Ouais. T'as 3 amis. Sur les 3, t'en as 2 qui sont mariés et il y a une des 2 qui est mariée qui meurt. Et donc, effectivement, il y a la 3e qui est célibataire qui, genre, 2 jours après, couche avec le mari de la morte, quoi. Donc, effectivement, ça m'avait un petit peu tendu. Et je me souviens, justement, je disais que, donc, c'est 3 actrices incroyables, Kerry Washington, Elizabeth Moss et Kate Mara. Et je m'attendais à ce qu'on ait le point de vue de chaque actrice, enfin, chaque personnage, quoi. Et effectivement, genre, quand on en a parlé, j'avais vu que 3 épisodes et c'était 3 Kerry Washington. Et dès le 4e, on change de point de vue. Merci. Vous m'avez entendu, trop bien. On a eu ce que t'espérais à la base de cette série, quoi. Du coup, est-ce que c'était bien quand même? Oui, alors, en fait, quand tu parlais d'Outlander, j'étais comme, je sais pas si je vais en parler en détail parce qu'il manque encore un seul épisode et on n'a pas la fin. Mais ce que je peux dire déjà sur cette saison, c'est que le changement de point de vue était ultra bienvenu. J'ai adoré en savoir plus sur le point de vue de Nancy, donc celle qui est morte, d'avoir un peu plus sa vie, de savoir un peu son passé, etc. Et puis ensuite, on est passé sur Marie, qui est la plus invisible entre guillemets des 3, c'est-à-dire que Nancy est méga riche avec un mari qui a une famille incroyable, enfin méga riche quoi. Eleanor aussi vient d'un milieu très très aisé et elle gère une association, une ONG, donc il y a tout un truc un peu glamour politique tout ça. Et Marie, c'est la 3e qui a des enfants qui est toujours un peu décoiffée, qui a des longues robes bien larges parce que elle a pas le temps de s'habiller. Enfin tu vois, c'est vraiment le contraste avec parmi les 3. Et donc c'est un peu l'invisible entre guillemets, la meilleure pote pas trop glamour quoi. Et donc j'ai bien aimé justement en voir plus sur elle. En plus, elle est jouée par Elizabeth Moss. Donc, c'était cool de voir un autre style de jeu d'Elizabeth Moss, parce que moi, je suis habituée à la voir dans Handmaid, où c'est l'héroïne et la badass et tout ça. Donc là, la voir un petit peu plus vulnérable, c'était chouette. J'ai bien aimé aussi l'avancée de l'histoire, où là où j'en suis, on sait qui a tué Nancy. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il va se faire coincer ou pas. Donc, voilà, j'ai ma petite idée, j'ai des espérances, je vais pas trop en dire quand même, je vais pas spoiler non plus. Point positif, c'est que le scénario est plutôt prenant quand même, malgré tout.
il y a quand même des points enfin, comment dire, des points qui me gênent, tu vois, un peu dans la même vibe que la meuf qui couche avec le veuf de sa copine. Il y a encore une autre histoire de liaison entre le mari de l'une et l'autre, donc j'étais quand même, bon les gars, entre 3 copines, c'est quand même chaud d'avoir autant de liaisons entre vous, quoi. Calmez-vous. Ouais, voilà, ça c'est un peu trop, je trouve. J'aime bien le fait d'avoir des personnages un peu imparfaits, et surtout d'avoir des femmes comme ça qui montrent des failles, des vulnérabilités. Mais là, je trouve que ça fait un petit peu trop sensationnaliste et on verse un petit peu trop dans le mystère sexy à la Desperate Housewives ou je sais pas quoi. Donc bon, je suis un peu réservée, mais j'ai quand même envie de savoir et j'ai quand même envie de terminer, quoi. Donc c'est quand même efficace quelque part. Ouais. Là, t'attends juste, du coup, le dernier épisode, le reveal, la conclusion de tout ça, quoi. Ouais. Mais tu vois, je trouve, on a aussi toutes les séries n'ont pas besoin d'être exceptionnelles. Oui, c'est vrai. Et des fois, il y a des séries, t'es là, ouais, ok, c'est pas parfait, tel ou tel truc dans l'écriture, moi j'accroche pas, c'est pas trop mon truc. Mais n'empêche que, c'est prenant. J'ai envie de savoir le sujet principal. Ouais. Je suis quand même accrochée. J'ai envie de savoir la fin. Je veux savoir où il nous emmène. Et ce genre de série, ça se regarde bien. Ouais, c'est ça. Ça marque pas forcément les esprits. Tu vas pas la conseiller dans 3 ans à quelqu'un, tu vois, comme tu conseillerais une autre série que t'as adorée. Ouais. Mais ça fait un truc sympa à regarder. Et c'est vrai que les trucs genre thriller et tout, c'est un peu prenant comme ça. C'est aussi hyper agréable à regarder, le truc où t'es là, mais je veux trop savoir c'est qui le tueur, c'est qui le machin, t'as envie d'avoir à la conclusion. Et des fois, ça fait du bien, un petit truc comme ça. Exactement, ça fait le taf, ça reste divertissant. Et puis je me dis, tu vois, même si je m'énerve devant mon épisode, en vrai, ça fait quelque chose aussi, tu vois, ça te crée une émotion et c'est quand même prenant. C'est pas de l'ennui total de regarder ça. Donc rien que pour ça, déjà, c'est pas mal. Moi, des fois, j'aime bien quand j'aime pas les personnages. Ouais, c'est ça. Ou que j'aime pas leurs décisions. Tu vois, alors après, il y a une différence entre j'aime pas le personnage parce que il est mal écrit et c'est incohérent, et ça me gêne. Mais quand c'est un personnage qui est bien écrit, mais qui est antipathique et qui prend des décisions qui m'énervent, j'aime bien aussi ça. Et j'aime bien détester, du coup, le personnage et me dire, mais t'es trop con, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Mais non, ne fais pas ça. Et je trouve que c'est le rôle de la fiction, c'est de nous faire sentir des émotions positives, mais en fait, c'est de nous faire sentir toutes les émotions surtout, quoi. Ouais, et exactement. donc d'être des fois d'avoir de la frustration, de la colère, de la compréhension, ça c'est bien aussi, quoi. Ouais, carrément. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Donc voilà, il me reste encore un épisode. Je suis quand même, j'ai quand même hâte de voir la fin, de savoir un peu si cette conclusion va me plaire ou pas. Pour rappel, Imperfect Women, c'est une série Apple, donc elle est dispo sur Apple TV et sur MyCanal. Et je pense que c'est le genre de série qu'on peut regarder si on a aimé du Desperate Housewives, Big Little Lies ou même Bad Sisters. Il y a un peu ce point commun d'avoir des personnages féminins qui sont centraux, qui sont pas parfaits. Bon, j'ai préféré Big Little Lies et Bad Sisters quand même, mais je trouve que c'est un peu le même genre de vibe et c'est des personnages qui sont intéressants à suivre malgré tout. Encore une fois, je me suis pas ennuyée et pour moi, m'énerver, c'est mieux que l'ennui. Ouais, c'est clair. Donc c'est une série qui peut plaire à pas mal de monde, je pense, d'après ce que tu dis. Oui, clairement. Oui. Trop bien. Et toi, alors, tu veux nous parler de quoi? The Pitt en premier. Alors, tu vois, j'ai même hâte d'entendre ce que tu en as pensé, alors que je regarde même pas la série. Donc là, c'était la saison 2 de The Pitt. Donc, petit rappel, The Pitt, c'est une série médicale avec Noah Wyle qui jouait aussi dans Urgence, mais ce n'est pas la suite d'Urgence. Mais bon, dans nos têtes, c'est un peu la suite d'Urgence, puisque ça se passe dans les services des urgences d'un hôpital de Pittsburgh. Et la particularité, c'est que on suit un service, quoi. Ça dure 15 épisodes et c'est 15 heures de la même nuit ou de la même journée dans le service des urgences. Et ça fait un rythme très particulier. Et c'est aussi une série hyper réaliste et c'est aussi ça qui a fait son succès. Et donc là, on était à la saison 2, donc la saison 1 a cartonné. Et quand la saison 1 cartonne et qu'en plus, il y a des petits trucs comme ça assez spécifiques, enfin, c'est pas la première série médicale, mais il y a un peu de la nouveauté qui arrive dans ce genre. Je trouve que la saison 2 est toujours un exercice très difficile parce que les gens ont des attentes énormes
et les gens ne se rendent pas compte. Enfin, moi-même, j'ai mis plusieurs séries à me rendre compte de ça, que quand j'avais adoré la saison 1, j'arrivais à la saison 2, j'étais des fois déçue, mais parce qu'en fait, j'avais plus le truc de la découverte. C'était aussi bien, mais t'as plus le truc de la découverte, donc t'es plus waouh. Tu vois, c'est comme ton 3e jour à Disneyland, t'as moins de paillettes dans les yeux que le premier jour quand tu passes les portes du parc. Et pareil. Et je pense que ça, des fois, les gens sont déçus, ils se rendent pas compte que c'est à cause de ça, en fait. C'est juste parce que c'est pas nouveau. Et même s'ils se renouvellent forcément dans une saison 2, ils peuvent pas tout renouveler non plus, ils vont pas t'amener un nouveau concept, sinon c'est une autre série. Et donc voilà. Mais bon, là, je trouve qu'ils ont très bien... Bon, du coup, moi, je suis consciente de ça maintenant, donc je m'attends plus aux paillettes dans les yeux de la découverte. Mais cette saison 2, franchement, c'était super. Chaque vendredi, j'attendais mon épisode. Nous, on enregistre notre podcast le vendredi. Tous les vendredis soirs, on finit d'enregistrer. Moi, j'allais direct regarder The Pitt. Trop bien. C'est vraiment... et il y a un rythme très particulier parce que comme c'est une journée... Enfin, là, c'était une journée. La première saison, c'était une nuit. C'est lent en même temps. 15 épisodes pour une journée, c'est lent. Et en même temps, c'est ultra rapide, parce que c'est ultra rapide un service d'urgence. Il se passe tellement de choses en une journée ou une nuit. Et du coup, c'est un rythme qui est vraiment très particulier, qui est à la fois lent et rapide, quoi. Et je trouve que ça, c'est ça qui te fait qu'aussi ça te prend, quoi, parce que t'as envie de savoir la suite et en même temps, t'es pas noyé dans trop de trucs, quoi. Tu vois, c'est lent et rapide, c'est assez dur à décrire, je trouve, mais c'est vraiment un truc qui rend la série intéressante. Donc cette nouvelle saison, donc ça se passait en journée et c'était le 4 juillet, donc c'est le jour de la fête nationale américaine. Forcément, les urgences sont un petit peu plus chargées ce jour-là, et il fait très chaud, et les gens jouent avec des pétards et boivent de l'alcool. Ah, bah oui, du coup, donc ça amène plein d'accidents possibles, hein, qu'on a eu. Donc on a eu plein de choses différentes. Toujours très très graphique. On a eu une césarienne d'urgence, franchement. Waouh, c'était ultra réaliste et j'étais là. Ah, c'est comme ça en fait. C'est horrible. Donc toujours des scènes très réalistes où des fois t'es là. Mais bon, moi ça fait partie des choses qui font que j'aime bien la série et ça me gêne pas ce genre de réalisme là-dessus parce que je sais que c'est faux, mais en même temps ça me dégoûte un peu, donc c'est nickel. C'est un peu le truc genre c'est dégueulasse, je ferme les yeux, mais j'ouvre un peu les yeux pour regarder. C'est ça. Je vois très bien le genre d'état. Dans cette saison, on a eu un nouveau personnage, la docteure Alachimi. Et alors au début, j'étais un peu il nous l'amène pour qu'elle soit un peu en opposition avec le docteur Robbie, donc le personnage principal joué par Noah Wyle, qui lui va partir pendant plusieurs mois et elle vient le remplacer. Et on nous les met tout de suite en opposition. Et au début, j'étais là. Ils vont se prendre le bec pendant 15 épisodes, ça va être un peu chiant. Et en fait, j'ai trouvé que ce personnage était vachement bien parce que justement, au début, on est un peu... Elle est relou, la nouvelle. Elle amène des trucs un peu relous. Et en fait, t'apprends vachement à la découvrir et à t'attacher à elle. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien d'avoir ça. Et en plus, le fait que ça se passe sur une journée, il y a aussi cette difficulté de... Les personnages, ils peuvent pas trop évoluer, quoi, un petit peu. Vrai. Mais même une journée compliquée qui change ta vie, t'as pas non plus, tu vois, une évolution de folie, quoi. Donc ça, c'est assez particulier, mais ils arrivent quand même à faire un petit peu évoluer les personnages. Et puis là aussi, ce qui était bien, c'est que du coup, on a eu plusieurs mois qui se sont écoulés entre la fin de la saison 1 et la saison 2. Et du coup, on voit que les personnages ont évolué entre les saisons, tu vois, c'est plus exactement les mêmes personnes. On retrouve les mêmes acteurs, mais tu vois bien que leurs personnages, ils ont grandi, ils ont un peu changé, voire ils ont évolué dans leur parce qu'il y a des étudiants en médecine, donc il y en a qui sont devenus docteurs, tu vois. Ça, ils ont aussi évolué là-dedans. Donc c'est aussi, je trouve cool de voir que la grosse évolution des personnages, elle se passe un peu hors caméra. Et nous, on est juste avec eux pour une journée et voir où ils en sont et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et c'est quoi leurs problèmes actuels.
personnel. Voilà, je trouve que c'est aussi un rapport au personnage qui est intéressant du coup avec ce format. Ouais, c'est vrai que c'est trop cool en plus de... Enfin, moi j'aime beaucoup quand tu quittes un personnage, tu le retrouves plus tard et donc tu dois un peu choper qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé. Ouais, J'imagine que c'est pas dit ouvertement, ça m'étonnerait qu'il y ait des trucs d'exposition vraiment. Donc tu dois un peu, ça fait un peu comme un travail d'enquête. Moi j'aime bien ce truc-là. De dire, attends, pourquoi il dit ça? Ah ouais, en fait il s'est passé ça. Ok, moi je pense que ça rajoute un petit truc quoi. En plus, c'est le service des urgences, donc ils sont pas assis autour d'une table oui, en train de discuter. Donc ils se croisent, il y a des petites... Et t'as vraiment les premiers épisodes, je trouve, t'es là à les retrouver et à dire, alors attends, machin il est là, bidule est là, ah tiens, machin, bidule, ils se sont un peu rapprochés. Ah, truc, elle a ce problème qui la perturbe là. Et je trouve ça bien, t'as vraiment ces premiers épisodes où t'es là, bon... Comme tu dis, petite enquête, où est-ce qu'on en est? Et t'as des petits bouts qui arrivent c'est trop bien. Doucement au milieu des cas médicaux à soigner, plus ou moins dégueulasses. Et sais-tu, du coup, j'ai appris ça, donc en pressant des citrons verts en plein soleil, pour faire des margaritas par exemple, tu peux te retrouver couvert de cloques. What the fuck, pourquoi? Le citron plus le soleil, ça brûle la peau. Voilà. Mais c'est genre, tu te prends du citron sur toi et avec les rayons du soleil, ça te brûle? Alors, je sais plus parce que c'était pas dans le dernier épisode, donc les détails m'ont un peu échappé, mais le mec était recouvert de cloques et il trouvait pas pourquoi et tout. Il disait, vous faisiez quoi quand ça a commencé? Eh ben, j'étais en train de presser les citrons pour la margarita dans le jardin. Et il me dit, bah, c'est ça, c'est le citron et le soleil. Il a dû en avoir sur sa peau et faire une réaction, voilà. What? Ah, mais je veux en savoir plus, Chloé, je veux savoir, c'est quoi? C'est l'acide, c'est le pH, c'est quoi? C'était pas dans mes notes, ça m'est juste revenu en discutant, donc j'avais pas fait de recherche puisque j'avais pas l'intention d'en parler. Donc faudra faire des recherches. Ah oui, je vais aller sur Google tout de suite. Enfin, juste après, quoi. C'est le genre de truc. Ou bien The Pitt invente des trucs, hein, c'est possible c'est possible ça reste une série qui exagère des choses. Oui, on sait qu'à Hollywood, parfois, les trucs scientifiques, bon, on prend des libertés, mais je serais curieuse, si ça se trouve, c'est possible, hein. Il y a tellement de choses cheloues dans notre monde au niveau de la santé, vraiment, il y a plein c'est possible, hein. Attends, en fait, le truc du citron, visiblement, c'est basé sur un fait divers. J'ai juste tapé sur Google citron, soleil, machin, et je tombe, tu sais, l'entête du titre, c'est elle presse un citron et se retrouve aux urgences. Voilà. Cleveland Clinic, blablabla. Que dans les zones où le produit chimique touche la peau. Ah, attends. Piché de margarita. Mais en fait, c'est ça, ils sont inspirés du truc pour faire la série. Truc. Et alors, ce qui est drôle, c'est trop rigolo. Je sais pas si c'est drôle, mais j'ai une copine qui a une maladie auto-immune qui fait que ça lui crée des cloques. Enfin, là, comme ça, elle peut avoir une cloque qui vient, mais en quelques secondes, quoi. Voilà. Et c'est une maladie assez rare, donc pas très très connue. Et les médecins, les petits étudiants en médecine, ceux qui sont vraiment tout en bas, qui viennent juste d'arriver dans le service des urgences, c'est eux qui s'occupent du gars qui est couvert de cloques. Et donc eux, ils cherchent tout de suite le truc ultra compliqué. Ils sont là, ah mais c'est peut-être la maladie de ma copine, je connais pas le nom. Et voilà. Et en fait, après, quelqu'un arrive et dit, non mais non, c'est pas si compliqué que ça. Et donc bah voilà. Donc c'était drôle parce que ma copine m'a dit, ils ont parlé de ma maladie. Nice. Ils savent que ça existe. Ça existe. Alors attends, juste pour terminer, parce que je suis désolée, moi il faut que je sache. En fait, en gros, c'est quand tu presses ton citron, t'as un produit chimique qui peut être absorbé par ta peau, et ensuite c'est quand tu vas t'exposer au soleil, tu vas avoir une réaction allergique entre tu vas lier à ce produit et le soleil, quoi. Et ça ça s'appelle la brûlure de margarita. Voilà. Bah écoutez, buvez les margaritas. Fantastique. Ah, c'est trop rigolo, on apprend des choses, dis donc. Ok, c'est très fou, bien. Hein. Non. Les séries médicales sont géniales pour t'apprendre des choses. Ah, j'avoue. Et bon, donc, dernière chose, pas dernière chose, mais presque. Une caractéristique de The Pitt aussi, enfin, de la première saison, c'était comme ça. C'est une journée, c'est toujours compliqué les urgences. C'est une journée particulièrement compliquée parce que première saison, ça se passait pendant un festival. Enfin, il y a un festival qui a lieu dans la ville, donc ça peut aussi amener des blessures et des accidents. Là, c'est le 4 juillet. Et dans la première saison, on avait aussi, en fait, il se passe un truc. Donc, je vous fais un petit spoiler de la saison 1. Avancez de 10 secondes si ça vous va pas. Dans la première saison, il y a une fusillade pendant le festival. Donc, forcément, ça vient chambouler la journée aux urgences. Et c'est assez horrible. Et
très fort émotionnellement. Donc là, il y a aussi eu, là, je vous dirai pas quoi. Je vous laisse la surprise. Mais du coup, c'est vrai que j'ai été dans l'attente de c'est quoi le truc qui va faire que c'est... Je me disais, il va y avoir un truc. Ouais, j'étais sûre qu'il y aurait un truc qui ferait que ça allait être encore plus compliqué cette journée. Et en effet, il y a un truc, mais du coup, très, très différent de la saison 1. Et je m'attendais pas à ça. Donc, ça a été cool d'être surprise et de voir comment ça venait perturber leur journée des urgences, mais d'une façon complètement différente, quoi. Donc voilà, vous n'avez qu'à regarder la série pour savoir de quoi je parle. Bah oui. On est là pour que vous alliez voir les séries à un moment donné. Hein. Pas pour tout vous spoiler, quoi. Et enfin, une dernière petite chose backstage, parce que moi, j'aime bien les petites infos de comment on fait pour tourner des trucs, parce que tu te doutes pas des fois des moyens qu'il y a derrière. Tu sais bien qu'il y en a et que c'est compliqué, mais des fois, tu réalises pas bien. Et donc là, il y a un bébé qui est abandonné à l'hôpital tout au début. Et du coup, ce petit bébé est là tout au long de la série, quoi, parce qu'on sait pas d'où elle vient. Ils ont vraiment aucun indice sur qui sont les parents de ce bébé et pourquoi on l'a abandonné à l'hôpital, quoi. Et du coup, j'ai appris qu'ils ont utilisé 14 bébés différents pour filmer ce bébé. Elle a pas tant de scènes que ça, tu vois, mais elle revient quand même régulièrement. Et 14 bébés quand même. Hein. Punaise, un par c'est épisode, énorme, quoi. Hein. Ouais, plus, c'est ça, je pense. Si ça se trouve, ils ont dû en plus tourner, genre, je sais pas, un épisode, j'ai n'importe quoi, si c'est tourné sur 4-5 jours, autant dans un épisode, t'as 5 bébés différents, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai vu le TikTok d'une des mères de bébés, de ses jumeaux. Elle, c'est ses jumeaux qui étaient dedans. Donc, elle avait au moins 2 bébés qui étaient sur le même jour du tournage, quoi. Ça se trouve, c'est le jour où ils tournaient beaucoup de scènes avec le bébé, donc il fallait 2 bébés, quoi. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait 14 bébés en tout. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Mais je trouve ça bien qu'il y ait ces réglementations sur le tournage autour des enfants, quel que soit leur âge. Je sais pas si c'est aussi réglementé, aussi strict en France, mais en tout cas, je trouve ça trop bien. Si. Ouais, mais est-ce que c'est comparable, ou est-ce que c'est plus, ou est-ce que c'est moins? Ça, j'en ai aucune idée. Ouais, mais heureusement qu'il y a ces régulations, quoi. Parce que ça devait vraiment être n'importe quoi avant. Grave. Bon, et avant de passer à ta prochaine série, j'ai entendu dire, mais je n'ai pas noté mais je crois que c'était une interview de Noah Wyle qui disait que la saison 3, qui est donc confirmée pour l'année prochaine, se passerait autour de Thanksgiving. Donc encore toujours cette thématique de un jour où il y a quand même une fête, il y a un truc qui fait que les gens se blessent plus que d'habitude ou plus de difficultés que d'habitude, quoi. Et est-ce que les 2 saisons se passent la même année? Oui, je sais plus combien de mois d'écart il y a entre les 2 saisons. C'est plusieurs mois quand même, c'est quand même je pense au moins 6 mois, un truc comme ça, hein. C'est quand même assez longtemps, mais c'est pas 2 ans plus tard, quoi. Ouais, OK. Ouais, c'est intéressant aussi parce que du coup avec le temps, est-ce qu'ils vont garder ça, rester sur la même année ou élargir? Et j'imagine que ça va influer sur à quel point est-ce qu'on met de l'actualité aussi dans les storylines. Ouais, c'est sûr. On verra bien. Enfin, on verra. Tu me raconteras. Moi, je ne verrai rien du tout. Le coup de la jambe, la fracture ouverte, là, je m'en souviens encore. Merci, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Et là, tu me parles de césarienne en plus. Oh là là. Ah non, mais le coup de la césarienne, la scène était quand même chaude. Ah, j'imagine. Mon Dieu. Moi, je vais enchaîner sur King and Conqueror. Justement, je voulais le voir, mais je l'ai pas encore vu, donc ton avis m'intéresse. Ok, alors bon, j'ai vu qu'un seul épisode, donc ça va être un avis assez, forcément partiel, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que je pense que ça vaut le coup de la tester. Alors bon, déjà, commençons du début. Le pitch. King and Conqueror, c'est l'histoire de la conquête normande de l'Angleterre, et c'est la lutte entre Harold Godwinson et Guillaume le Conquérant. Donc en gros, on a une seule histoire avec 2 clans, le clan en Normandie avec Guillaume et le clan en Angleterre avec Harold. Et donc dans le pilote, on a déjà ces 2 personnages qui se croisent et qui s'affrontent d'une certaine manière. Ça commence avec Guillaume qui est en Normandie et qui est sur le champ de bataille et qui se bat pour la France, pour Henri Ier.
j'ai pas vérifié. Est-ce qu'Henri Ier, c'est un roi français. Oui, c'est pas pour la France. Donc pour Henri Ier, et du coup, il est convoqué, ou du moins invité fortement, au couronnement de son cousin Edward en Angleterre. Et donc c'est là où on comprend en fait qu'il est anglais, mais il a un petit peu été rejeté de la famille royale. Et donc il a trouvé un espèce de refuge avec Henri Ier qui a pris le rôle de sa figure paternelle. Et donc il y a un peu déjà ce questionnement de se dire mais est-ce que je vais y aller alors que c'est ma famille de sang, mais en vrai on n'a aucun lien ensemble et on se connaît très peu, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'y aille? Donc finalement il y va, et il se retrouve face à Harold, donc son cousin, qui lui, côté anglais, a aussi d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire que lui il est originaire du Wessex. Et c'est une période où, après plusieurs guerres civiles en Angleterre, c'est pas les communes, c'est les comtés du Wessex, du Northumbrie et de la Mercie ont décidé de créer une alliance, mettre en place une certaine paix et se dire on va tous les trois là se mettre d'accord, on va élire un roi et on va faire que la paix va revenir en Angleterre. Et donc, côté Angleterre, Harold, qui est du Wessex, a tout ce truc où il dit non mais en fait, je suis sûr que en face, ceux de la Mercie, ils ne respectent pas la paix et ils veulent nous provoquer pour que nous créions une guerre, ou que nous nous lancions en guerre. Donc il y a tout ce manque de confiance entre eux. Et puis finalement, il y a le couronnement du roi. Et puis finalement, il se passe un truc. Je veux pas trop en dire non plus, quand même. Faut regarder. Mais du coup, de ce que je comprends, c'est que vraiment, ce qui se passe à la fin du premier épisode, c'est ce qui va lancer le reste de la série et ce qui va lancer un petit peu un conflit entre les deux camps. Dès les premières minutes de l'épisode, on voit un espèce de flash forward où on voit les deux personnages principaux sur le champ de bataille. Et donc, j'imagine que l'idée, c'est qu'est-ce qui va mener à cette guerre-là, cet affrontement. Donc, je dirais que c'est une série. Là, ça commence plutôt calmement. C'est une série qui se passe évidemment à l'époque médiévale, donc il y a un peu une vibe, tu vois, un petit peu comme le Game of Thrones de la saison 1 ou Viking aussi de la saison 1, c'est-à-dire qu'on nous présente les personnages, on place le décor et on a un élément perturbateur qui va certainement lancer plein de choses en effet domino. Là où je pense que la série est prometteuse, c'est que on sent une certaine ambition quand même. Malgré le fait que ça reste une série à petit budget, et ça se voit dans les décors, dans les costumes, on voit que c'est pas énormément grandiloquent, il y a pas beaucoup de plans larges, il y a peu de scènes où il y a beaucoup de figurants, par exemple, tu vois, notamment le couronnement du roi. Ben moi, j'étais très déçue parce que c'était un truc assez intimiste, tu vois, c'est genre limite 30 personnes dans une pièce et puis et une petite pièce en plus, tu vois, c'est pas genre une cathédrale énorme ou un truc vraiment impressionnant. Donc il y a cet aspect-là qui fait que on sent qu'ils ont pas beaucoup de budget, mais d'un côté, je trouve que ça donne envie de leur donner un petit peu de force et de regarder la suite et de continuer parce que potentiellement sur les prochaines saisons, ça va aller en s'améliorant. Si je peux juste t'interrompre, alors je sais pas du tout où j'ai entendu ça, mais j'ai entendu ça récemment, peut-être bien dans un podcast. Ouais. Qui parlait justement des couronnements. Tu dis c'était pas ultra flamboyant comme on pourrait s'y attendre, et qu'en fait c'était comme ça, les couronnements, c'était des trucs en petit comité. C'est beaucoup plus rare que ce soit dans la grande cathédrale et le grand faste, et que on garde cette image là parce que c'est ce qu'a fait genre Napoléon ou Louis XVI, ou tu vois comme ça, il y a des rois qui ont fait ça, mais qu'en fait les couronnements ont généralement plus été en petit comité et pas un truc de folie, quoi. Mais je sais plus du tout, j'ai entendu ça. Alors c'est peut-être pas réaliste, mais du coup moi ça m'a déçue parce que en tant que spectatrice, j'ai envie d'être un petit peu époustouflée, tu vois. Surtout que là c'est censé être le roi d'Angleterre. Ça se passe aux alentours de l'an 1000, donc il me semble qu'à cette époque l'Angleterre était quand même bien sur la carte, quoi. Ils étaient quand même assez puissants. Donc c'est vrai que peut-être que c'est pas réaliste, mais j'avoue que j'aurais aimé avoir un truc un peu plus. Après peut-être que ça viendra plus tard dans la saison, hein. Mais j'aurais aimé avoir un truc un peu plus, être un peu plus époustouflé, quoi. Pour l'instant c'est pas le cas, mais encore une fois je ne désespère pas et j'ai quand même envie de voir la suite et de creuser un peu plus. Ça reste quand même moins fun sans les dragons et sans la magie. Je vais pas vous mentir. Les armures, c'est mieux avec des dragons. Voilà, il y a quand même cet aspect-là qui manque un petit peu, mais j'ai quand même envie de le tenter. On verra bien ce que ça donne, on verra la suite. Et en plus, tu vois, le casting est plutôt cool. Il y a Nicolas, je sais pas comment ça se prononce, Nikolai Coster-Waldau, qu'on a connu en Jaime Lannister dans Game of Thrones, qui joue Guillaume le Conquérant. On a James Norton, qu'on a vu dans Doctor Who, Black Mirror, Mac Mafia, et j'ai vu qu'il arrivait dans House of the Dragon sur Wikipédia. Et donc c'est lui qui joue Harold. Il y a Clémence Poésy aussi au casting, qui est l'épouse de Guillaume.
enfin ou de William, ça dépend comment vous le regardez. Mais du coup, voilà, le casting est bon. L'histoire a des bons éléments, tu vois, il y a vraiment le côté un petit peu jeu de pouvoir, t'as un peu de trahison, un petit peu de secret, un petit peu de guerre, on voit les choses qui se mettent en place, tout ça. Il y a pas d'étincelle, d'accord, mais je suis confiante. On va le tenter, on va continuer et j'en reparlerai le mois prochain, je pense. Très bien. Voilà. Je termine en précisant que donc c'est une série qui est disponible sur MyCanal et qui a seulement 8 épisodes dans cette première saison. Donc et c'est 8 fois 1 heure, hein, par contre. Mais ça se regarde du coup relativement vite, je pense. Ouais. Voilà. Vraiment. T'as toujours envie de tester, toi? Oui, j'ai toujours envie de tester. Ouais, ok, on s'en parlera. Quand mon mood série sera revenu. Ouais. Mais ouais, je pense que je regarderai à un moment donné. Oui, puis en plus, du coup, je pense que tu vas choper plus de choses que moi, parce que moi, je connais très peu l'histoire d'Angleterre, donc peut-être que l'expérience sera encore différente pour toi, certainement même. Ouais, peut-être. Après, je pense que c'est pas la période que je connais le mieux. Ah. Ouais, on a plus. Donc j'ai fait des études d'anglais, mais on a peu commencé à Henri VIII. On n'a pas trop fait avant. Ok. Donc j'ai des connaissances, mais beaucoup plus vagues que si on avait fait un truc que si c'était un peu plus récent, quoi. Mais bon, j'ai envie quand même de regarder. Ça me tente bien. Donc tu le raconteras. Rendez-vous bientôt. Oui. Bon, alors moi j'enchaîne avec The Chair Company, complètement différent. C'est sur HBO et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais dans le bon sens. Rien de raconter de quoi ça parle, tu vas voir, c'est spécial. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui, a en apparence, tout a l'air de rouler. Il a l'air de bien s'entendre avec sa femme, avec ses enfants qui sont des jeunes adultes fin d'adolescence. Il vient d'avoir une promotion au travail. Il gère l'installation d'un nouveau centre commercial, pas un centre commercial, mais un espace commercial. C'est en plein air, quoi. Tu vois, c'est pas le centre commercial fermé à l'américaine, mais un truc justement le nouveau centre commercial maintenant qui est en plein air avec bref. Donc voilà, tout a l'air de bien aller et donc il a cette promotion. Il y a un événement dans son entreprise, il doit parler en public, donc il fait sa petite intervention. Et quand il se rassoit à sa place, sa chaise casse et il tombe. Ok. Et il le vit très très mal. Il vraiment la honte, quoi. En plus, il se retrouve du coup avec la tête sous la jupe de ses collègues. Fun. Donc vraiment gros moment de gêne pour ce pauvre monsieur. Et il le vit tellement mal que ça l'obsède un petit peu. Et il veut absolument contacter la marque des chaises pour se plaindre, quoi, et pour leur dire américain, non, mais quoi. vos chaises voilà, elles ont fait un truc catastrophique, quoi. Donc déjà bon, il lui faut le temps de trouver la marque de la chaise parce qu'il y a pas la marque, machin. Bon bref, il trouve la marque, il essaie de les contacter et là tout ça, c'est le premier épisode, hein, je vous spoil pas toute la série. Impossible de les avoir au téléphone, ou quand il a quelqu'un au téléphone, c'est vraiment hyper générique et tout. Et bon, déjà là, tu vois, tu te sens un peu concerné parce que t'as eu un jour à faire un service client de merde. Donc t'es là, mon pauvre gars, t'es pas sorti de l'auberge là. Il trouve l'adresse du truc et il va à l'adresse et en fait là, c'est juste un hangar vide. Ok. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça tourne au gros complot. What? Mais vraiment, ça va dans tous les sens. C'est vraiment une série à prendre avec du recul. Hein. Faut pas se dire c'est un thriller et tout. C'est 100% une comédie. Et justement, c'est complètement what the fuck, quoi. Donc au début, t'es là, service client relou. Et il se passe à chaque fois des petits trucs où t'es là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et qui fait que on est de plus en plus dans un truc complotiste, quoi. Tu vois, tu te dis, il y a un truc derrière cette entreprise de chaises de bureau. Et il y a vraiment, je te jure, des moments où j'explose de rire, quoi, parce que c'est à chaque fois des trucs auxquels je m'attends pas et qui sont complètement barrés. Et c'est si drôle. J'ai pas encore fini, hein. Il me reste, je crois, 2 épisodes. Il y a que 8 épisodes de, je crois, 30 minutes, hein. C'est assez rapide à regarder. Oui, parce que j'ai commencé là, genre mardi, à regarder, tu vois. Il me reste que 2 épisodes. Ça va très, très vite. Et qu'est-ce que c'est drôle!
Mais c'est vraiment n'importe quoi. Je te dis, il faut vraiment le regarder avec recul et en étant bien conscient que c'est une comédie, même si lui il rigole pas du tout, le mec, le personnage principal. Et d'ailleurs il est très très bien, c'est Tim Robinson, je ne le connaissais pas, mais je trouve qu'il est vraiment bien parce que on vit les montagnes russes avec lui, quoi. Parce qu'il a vraiment des moments, parce que en plus, il a son job à gérer. Il y a sa fille qui va bientôt se marier, donc ils sont dans l'organisation du mariage et tout. Donc il a quand même sa vie perso à gérer. Et donc voilà, on voit bien qu'il a des moments où il dit on se reprend, on arrête avec les chaises et on se concentre sur la vraie vie. Et il se repasse un truc qui le fait tomber encore plus dans le complot, de se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette entreprise de chaises. Ah, j'ai trop envie de voir, j'ai trop envie de tester. Voilà, franchement, c'est sur HBO, je sais plus si je l'ai dit, ça se regarde tellement vite que vous avez envie de rigoler un bon coup, mais regardez ça, quoi. En plus, je crois que j'ai déjà vu passer sur la plateforme, j'ai testé le trailer, mais je suis pas passée outre. Bah, ok, en ce moment, elle est mise en avant dans les bannières tout en haut. Enfin, sur mon compte, en tout cas, j'imagine que ça varie peut-être, mais quand même, je pense qu'il y a des séries qui mettent en avant à certains moments. Donc, je pense qu'en ce moment, ils en font un peu la promo, quoi. Et vraiment, si vous voulez rire. Okay. Et donc, du coup, j'ai pas encore fini, mais j'ai hâte de voir comment ils vont nous conclure tout ça, quoi. Parce que même si c'est pas un thriller ou tout ça, mais tu veux quand même une conclusion de est-ce qu'il y a un complot derrière le truc des chaises. S'il y en a pas, va falloir beaucoup de choses à expliquer parce qu'il s'est passé des trucs très très chelous quand même. Et du coup, c'est quoi la fin de l'histoire, tu vois? Je suis quand même curieuse de voir comment ils vont nous boucler ça. Donc voilà, hâte de regarder les 2 derniers épisodes dès ce week-end. Ok, The Chair Company. Très bien, je me la note aussi. Je pense que je la testerai dans pas très longtemps là. Incessamment sous peu. Bah écoute, tu me diras ce que t'en as pensé. Ah, grave. C'est vraiment inattendu comme histoire, quoi. Tu vois, je trouve que c'est ultra original. Bon, moi, ça me gêne pas que ce soit des histoires un peu classiques, si c'est bien écrit et tout, tu vois. Mais des fois, d'avoir un truc où tu te dis, mais où est-ce qu'ils sont allés trouver une idée pareille? Je trouve que c'est bien, quoi. Ça change un peu. Ouais, c'est agréable d'avoir quelque chose qui change, qui soit original, c'est une série originale dans le sens où c'est écrit pour la télé ou c'est une adaptation d'un truc? Je sais pas. Je pense que je sais pas. Tiens, j'ai pas cherché. Parce que ça aussi, c'est vrai que ça fait du bien. Bon, même si c'est adapté de quelque chose, là, le scénario que tu me racontes, ça est tellement original et spécifique que même si c'est adapté, c'est quand même pas mal du tout, quoi. Bon, ça a l'air d'être une série originale, c'est pas l'adaptation de quelque chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de séries qui sont adaptées de livres. On a moins de trucs qui sont complètement écrits pour une série, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que ça reste quelque chose de top. Oui. Oui, c'est trop cool les adaptations aussi, mais c'est bien aussi d'avoir des trucs 100% originaux. Et là, original dans tous les sens du terme. C'est rigolo, ça me fait penser un petit peu à Pluribus dans un style complètement différent, mais t'as quand même un côté un peu comédie dans Pluribus. Mais vraiment le côté what the fuck, ça part dans tous les sens et en même temps c'est rigolo et tu passes un bon moment. C'est cool. Et ben d'ailleurs, c'est une amie qui m'a recommandé The Chair Company. Ouais. Et dans la même journée, elle m'avait aussi recommandé Pluribus. Quand est-ce que tu t'y mets? J'avais, mais attends, quand ma sécheresse de série là sera passée, comment dire ma panne de série, mon intérêt pour les séries, quand j'arriverai à regarder un truc et à me dire oui, j'ai envie de le regarder. Ça reviendra, je suis sûre. C'est un petit creux, bien sûr. Mais oui, ça arrive. Ça m'arrive très souvent, donc je sais que ça reviendra. Ouais. Je pense que c'est en train de revenir d'ailleurs. C'est en train de. Ah, cool. Je pense qu'on est sur la fin on arrive sur la fin. Il faut que là, c'est le moment où il me faut des trucs où j'accroche très vite. Ok. Tu vois, pour relancer la machine. La machine. Ok. T'as une bonne liste, hein. C'est ça l'avantage. J'ai une bonne liste. J'ai tout à fait une bonne liste. Donc, exactement. Je vais rester un petit peu dans un thème assez proche. C'est pas une comédie à proprement parler, mais c'est quand même beaucoup plus léger. On va parler de Margot a des problèmes d'argent. Est-ce que t'en as entendu parler un petit peu ou pas du tout? Oui, tu m'en avais parlé.
je crois que c'était en janvier quand on avait parlé du trailer d'Apple. Oui, Apple, ouais. Non. Ouais, Oui, c'était ça. Apple. Tu m'avais dit que tu voulais regarder. Et j'avoue, depuis, j'ai vu passer plusieurs fois sur YouTube des vidéos ou des trucs. Je crois que ça, c'est adapté d'un livre. Oui. Ouais, j'ai vu ça ce matin. Ouais, c'est adapté d'un livre qui a été publié en 2024. Alors, déjà, aux commandes de la série, pour poser un petit peu le truc, parce que je trouve que c'est un très bon gage du moins, ça donne envie d'aller plus loin. C'est une série qui a été créée par David E. Kelley, à qui on doit Ally McBeal, Boston Public, Big Little Lies, Love and Death et Presumed Innocent. Love and Death avec Elizabeth Olsen, qui est incroyable, et Presumed Innocent avec Jake Gyllenhaal. Donc c'est les deux plus récentes, je pense. Donc voilà, très bon, il a un bon petit CV, le monsieur. Et puis à la production, on a Elle Fanning qui est aussi dans le casting, qui joue le personnage principal, donc de Margot, qui est une jeune étudiante qui a toujours eu de l'attrait pour le storytelling, l'écriture d'histoires et la mise en scène de personnages. Et donc elle fait des études de littérature et il se trouve qu'elle a une liaison avec son professeur de littérature et paf, elle finit par tomber enceinte. Classic shit. Au début, c'est genre on s'amuse, on couche à droite à gauche, c'est trop bien, c'est sympa. Elle arrive avec un test de grossesse, le gars qui lui dit non mais en fait écoute, moi j'ai une famille, des enfants, tes petites histoires laisse tomber quoi. Donc son premier réflexe c'est de dire bon c'est ton choix, mais si tu veux on peut discuter de comment est-ce que tu vas avorter. Et puis finalement elle est complètement en opposition à ça. Elle dit non mais en fait je vais le garder et je vais devenir mère. Et donc elle garde cet enfant, elle a son enfant et donc l'idée c'est de la suivre dans son quotidien et de voir comment est-ce qu'elle fait pour surmonter ses problèmes d'argent et élever son enfant. Donc Elle Fanning qui joue le rôle principal on a deux grandes stars qui jouent ses parents, Michelle Pfeiffer qui joue sa mère et Nick Offerman son père. Ce que j'aime beaucoup c'est que c'est des personnages assez hauts en couleur, assez grandiloquents et en même temps ils sont très touchants et très on a beaucoup d'empathie pour eux, assez facilement, je trouve. Que ça soit pour Elle Fanning, donc Margot, qui, la jeune fille un peu perdue, qui, tu vois, elle est un petit peu pleine d'idéaux, et donc déjà, quand elle commence à coucher avec son prof, elle, dans sa tête, c'est déjà, je suis amoureuse, et oui, ok, c'est pas comme avec les autres filles, oui, il a une femme, mais il est amoureux de moi. Et puis, il y a son entourage qui essaie de la ramener à la raison en disant, non, mais en fait, Margot, là, c'est juste une histoire classique du prof qui couche avec son étudiante, va pas te faire une montagne de choses. Et puis même quand elle décide de garder son enfant, t'as un petit peu ce côté idéaliste de dire mais non, mais je vais y arriver, ça va être dur mais je vais y arriver. Et puis finalement elle se retrouve face à la réalité des choses quoi. Donc j'ai trouvé cet aspect-là très touchant et c'est pas larmoyant, c'est pas ultra dramatique, mais ça parle quand même de sujets assez forts et assez importants. On a Michelle Pfeiffer qui joue la mère. Un petit peu, un petit peu superficielle d'un point de vue externe. Elle est très, très apprêtée, c'est le genre à mettre énormément de maquillage, à avoir des rajouts, des ongles très longs, etc. C'est une ancienne serveuse de la chaîne de restaurants Hooters, qui, je sais pas si messieurs dames vous connaissez, mais Hooters c'est vraiment une chaîne de restaurants qui a la réputation d'engager des filles sexy pour engager des filles sexy. Donc ça donne un peu le type de stéréotype qu'était sa mère quand elle était jeune. Et elle est tombée amoureuse du père de Margot, où c'était genre ils se sont vus une fois et ils ont couché ensemble et elle est tombée enceinte et elle aussi a décidé de le garder. Et donc c'est intéressant d'avoir ce parallèle entre ces deux femmes où tu as la mère qui a fait ce choix et en même temps ça a été très compliqué et en même temps évidemment elle ne regrette pas d'avoir eu sa fille parce qu'elles sont très proches et parce que ça se passe bien et tout ça. Mais quand sa fille lui annonce qu'elle est enceinte, il y a ce mix entre je suis énervée parce que je suis ta mère et j'ai galéré, je t'ai mis à la fac et là tu vas gâcher ta vie. Et en même temps ce truc très très réaliste de dire en fait je sais à quel point c'est dur d'élever un enfant seul. Je veux pas que t'aies ça pour toi. Enfin, je veux pas de ça pour toi. Je veux que ta vie soit aussi fantastique et incroyable que ce que tu peux le vouloir et que ce que je veux pour toi. Et donc, c'était assez beau d'avoir ce côté un peu, c'est pas de la nostalgie, mais c'est de la tristesse d'un point de vue de la mère où tu comprends. Enfin, moi, je vois vraiment ce genre de réaction où t'as le parent qui rejette la grossesse de son enfant, mais c'est pas tant pour, c'est la honte sur la famille, tu vas avoir un enfant, c'est n'importe quoi. C'est surtout, je sais ce que c'est et je sais que c'est dur et en fait ça me brise le cœur de voir que toi aussi tu vas passer par ces phases compliquées. Donc je trouve que Michelle Pfeiffer est vraiment époustouflante dans ces 2 premiers épisodes que j'ai vus.
Il y en a 6 qui sont prévus. Et donc, voilà, son personnage a déjà énormément de profondeur et on a énormément d'empathie pour elle. Et puis à côté, t'as Nick Offerman qui, lui, est un ancien catcheur professionnel qui a sa gloire qui est derrière lui et qui, du coup, a plein de choses à gérer et qui a une relation un peu particulière avec sa fille. Et donc, il va essayer d'être là au maximum pour elle et pour l'aider dans sa parentalité. Voilà, c'est des personnages assez touchants, assez attachants. C'est une série assez simple à suivre dans le sens où c'est pas grandiloquent, il y a pas d'éclat de rire, il y a pas de scénario ultra bien ficelé dans le sens où on n'a pas ultra envie de savoir ce qui se passe. Ça se regarde tranquillement, mais en même temps, j'ai quand même envie de voir la suite et j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver, quoi. Ok, très bien. Ouais. Ben, écoute, ça me dit un petit peu. Ah, ok. Le casting fait envie, j'avoue. Ouais, c'est un très bon casting. Le casting fait pas mal envie quand même. Hein. Ouais. Ouais, vraiment. L'histoire, on peut la trouver un peu classique, mais bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça me gêne pas forcément si c'est bien écrit et bien joué. Mais quand le casting est intéressant, bah ça amène de l'intérêt. Ouais, et puis vu le genre de série que ça a l'air d'être, je pense qu'on part d'un truc méga classique, mais à mon avis, le traitement va être un peu différent. Donc c'est en ça aussi où j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec cette histoire, quoi. Ouais, carrément. Ok, donc un épisode par semaine. Exactement, un épisode par semaine. Il y en a 3 qui sont sortis, j'en ai vu que 2 pour l'instant. Exactement. Diffusion prévue jusqu'au 20 mai, donc je pense que j'en reparlerai du coup dans le point série du mois prochain. Ok, et ben super. Du coup, t'as terminé toi tes séries, c'est ça? Eh ben il me reste que Euphoria et The Testament. Ah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on en parlerait un petit peu. Dis-nous, tu veux commencer par quoi? Alors, écoute, il y a Euphoria en premier dans ma liste. Donc, on vous fera un épisode complet sur cette dernière saison d'Euphoria, donc qui sera diffusé en juin, juste après la fin de la série, puisque là, il y a que 2 épisodes qui sont sortis. C'est un épisode par semaine. Donc, nous, dès qu'on a fini de regarder tous les épisodes, on enregistre notre petit épisode de podcast et on vous diffuse ça pas longtemps après. Voilà, donc c'est rendez-vous en juin. D'ici là, si vous voulez regarder, c'est sur HBO. Et donc là, on n'a que 2 épisodes, donc c'est difficile d'avoir, je trouve, après 2 épisodes, déjà une vraie opinion. Moi, j'étais comme ça, je pense, un peu pour tout Euphoria. Il y a un male gaze qui me dérange énormément. Et là, peut-être particulièrement dans cette saison, mais je pense que je reviendrai plus en détail dans l'épisode complet qu'on fera, parce que je veux voir aussi où est-ce qu'on nous emmène. Et je suis investie quand je regarde. J'ai pas envie de faire autre chose quand je regarde. J'ai pas envie de sortir mon crochet et tout. J'ai vraiment envie de regarder. Il y a toujours une ambiance particulière qui est bien, et que ça, pareil, j'en parlerai plus en détail dans notre épisode. Ce qui fait qu'il y a vraiment un truc Euphoria qui est unique et qui m'accroche, et qui fait que voilà, quand je regarde l'épisode, je suis dans mon épisode. Mais après, c'est vrai que quand l'épisode est fini, j'y repense pas tellement de la semaine. J'y repense si je tombe sur un contenu qui en parle, tu vois. Mais ça reste pas avec moi, tu vois. Comme quand c'est une série que j'adore, j'y pense tout le temps, quoi. Bon, et toi, t'en es où? Moi, c'est pareil. J'ai vu 2 premiers épisodes et j'ai fait une aversion pour ce début de saison. Vraiment. Alors, tu vois, j'ai le même ressenti que toi sur le male gaze. C'est vrai qu'il y a toujours eu ça dans Euphoria, et moi, ça m'irrite pas mal de voir un peu sur les réseaux. T'as l'impression que les gens découvrent qu'il y a ça dans Euphoria. Non, les gars, il y a toujours eu ça. C'est juste que avant, il y avait ça et il y avait autre chose. Et donc, ça contrebalançait un petit peu. C'était super intéressant de suivre les personnages, de suivre la bataille de Rue contre son addiction, de suivre Jules, de suivre Cassie, Maddie. Enfin, c'était des personnages ultra complexes, ultra bien écrits. Et moi, en tout cas, je me suis vraiment prise d'affection pour ces personnages et j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il allait leur arriver. Et là, ce début de saison 3, je trouve qu'il y a plus rien de tout ça. C'est genre, on a une suite de plein de scènes. Alors, c'est très beau. C'est très bien éclairé. C'est des beaux décors. C'est bien filmé, tout ça. Mais déjà, je trouve que c'est beaucoup plus classique. C'est beaucoup moins original dans la manière dont c'est filmé. Oui. Et du coup, je trouve qu'il y a moins aussi de substance au niveau des personnages.
Et donc, moi, je me désintéresse du truc. J'ai vraiment plus envie de suivre ce qui va leur arriver. Alors, je vais le regarder parce qu'encore une fois, on se dit, bon, on fait un épisode, donc allons-y jusqu'au bout. Et puis, c'est une de mes séries préférées, donc j'ai quand même envie de savoir où est-ce que ça va, tout ça. Et c'est la dernière saison. Quand t'as aimé une série, c'est la conclusion, t'as envie de voir la conclusion. Ça a été confirmé, ça? Je sais pas. Moi, j'étais persuadée que c'était la dernière Moi aussi, saison. mais j'ai vu passer des gens qui sont comme, ah, mais on n'est pas sûr s'il y a une saison 4. J'étais comme, non, la saison 3 commence. Non, s'il vous plaît, stop. Arrêtez après, là. Ah ouais. Bon, s'il y a une saison 4, clairement, je la regarderai pas. Voilà, je regarde la saison 3, mais après, c'est fini. Hein. Ouais. Donc, j'espère aussi que c'est la dernière saison, parce que là, ça commence à bien faire. Mais ouais, je suis vraiment déçue. Et puis moi, contrairement à toi, moi, je m'ennuie devant les épisodes. Ah ouais. Vraiment, c'est dur de regarder, c'est long. Avec mon mec, on a un truc, on se dit, bon, en fait, pour moi, en tout cas, jusque-là, le seul intérêt, c'est de voir à quel point Zendaya est incroyable comme actrice. On l'a vu dans The Drama, on va la voir dans Spider-Man, et là, on la voit là-dedans, tu dis, ok, c'est vraiment un caméléon, c'est fou, et on se dit, bon, en fait, c'est comme un showreel de Zendaya. Mais au-delà de ça, ah ouais, elle est vraiment, pour le coup, elle est vraiment très, très bonne. Et elle arrive quand même à sortir des choses, même si je trouve que son personnage est pas ultra bien exploité. Mais au-delà de ça, ouais, moi, je m'ennuie. Donc, j'espère être surprise et j'espère que ça va changer, quoi. Espérons, on est qu'au début. Ça ouais, c'est ça, c'est que le début. Ouais. Après Malcolm, bon, on s'est dit qu'il nous faudrait des trucs cool, s'il vous plaît. On est mal barrés, les enfants. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ah ouais, sortez-nous des nouvelles saisons bien, s'il vous plaît. Ouais, merci. Que les dieux des séries nous entendent, merci beaucoup. S'il vous plaît, parce que là, nous, on se prévoit des épisodes spéciaux. c'est clair. Là pour faire des épisodes spéciaux, on dit c'était nul. C'est ça, on est fatigués. C'est ça. Pensez à nous. Ramenez-nous des trucs bien. Ah ouais. Bon, allez, passe à une autre série, là. Est-ce que t'as un truc bien à nous donner? Oui, j'ai un truc bien, en tout cas, pour moi, qui m'a plu. J'ai essayé de Come Back sur HBO. Ah, j'ai envie de le regarder. Je vois la pub tout le temps, chaque fois que je regarde un truc sur HBO. Et je me dis, est-ce que je le tente? Eh ben, c'est exactement pour ça que j'ai tenté. Donc là, la saison 3 vient de sortir. Et donc, il y a beaucoup de promos autour de Lisa Kudrow, tout ça. Elle fait un petit peu toutes les chaînes YouTube. Et effectivement, sur HBO, elle est mise en avant. Et en fait, c'est une série assez particulière parce que la saison 1 est sortie en 2005, la saison 2 en 2014, et là, la saison 3 sort maintenant. Et ce qui est cool, c'est que du coup, donc le pitch, c'est on suit Valérie Cherish, qui est jouée par Lisa Kudrow, et qui est une ex-star d'une sitcom à succès, qui fait son comeback, du coup. Donc, dans la saison 1, en fait, elle a été embauchée sur une nouvelle sitcom. Et dans cette nouvelle sitcom, c'est un peu la vieille avec plein de jeunes acteurs. Et donc, elle essaye un petit peu de se remettre au goût du jour et de se mettre en avant, mais c'est compliqué parce que c'est plus elle du tout le focus de l'histoire. Et donc, elle a du mal vraiment avec ça, tu vois, le fait de pas être le focus. Et en même temps, en parallèle du tournage de cette série, elle tourne aussi une télé-réalité, justement autour de son comeback. Et donc, c'est un bon prétexte pour la suivre, en fait, dans son quotidien. Et donc, la série a vraiment ce point de vue-là c'est comme si on regardait la télé-réalité. Et c'est comme si on regardait les rushs de cette télé-réalité. Donc, c'est vraiment plein de plans, soi-disant non montés, tu vois, où tu la vois, en fait, dans ses coulisses de sa télé-réalité. Et évidemment, c'est un personnage un petit peu un peu comme Michael Scott dans The Office. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est irritant, que t'as pas envie d'avoir dans ta vraie vie, mais qui en même temps est attachant. Tu vois, elle arrive à avoir des petits moments où tu dis, oh, ma petite Valérie, oh, je te comprends, tu me brises le cœur. Donc là, j'ai regardé que la saison 1 et déjà la saison 1 était vraiment cool. Et c'est, comment dire, il y a un peu un mix de sentiments dans le sens où c'est une série qui a été créée par Lisa Kudrow. Et la saison 1, c'est genre, une actrice qui a eu énormément de succès, qui revient avec une nouvelle série. Donc, je trouve qu'il y a des petits échos où tu te dis, ah, est-ce qu'elle parlerait pas de Friends, là, dans cette scène-là, dans cette réplique-là? Ah, est-ce que c'est pas un truc qui s'est passé? Donc, parfois, ça fait un peu mal au cœur parce qu'il y a des moments assez compliqués pour le personnage. Mais d'un autre côté aussi, c'est chouette de voir, bon, déjà, Lisa Kudrow, que je trouve incroyable. Vraiment, c'est une actrice vraiment époustouflante. Et c'est rigolo parce que t'as plein de petits moments où tu sens, en fait, j'allais dire tu sens Phoebe, mais c'est pas Phoebe que tu sens, en fait, c'est Lisa Kudrow, et tu vois à quel point elle met d'elle-même dans ses personnages. Donc ça, c'est vraiment chouette à voir, et elle reste toujours aussi attachante, aussi drôle, aussi sympathique. La série est très drôle, vraiment, très très cool à regarder. C'est des 30 minutes, et j'ai bingé ça en très peu de temps. La saison 1, je crois que de mémoire, c'est 13 épisodes.
Donc ça va très vite. Et c'est cool aussi de voir un petit peu les coulisses d'Hollywood, de la création d'une série, et tu vois les différentes étapes, un petit peu comme ce qu'on a vu dans The Studio, avec un humour différent, mais t'as aussi le côté, la remise de prix, les upfront, donc la présentation de la série face au network, les relations entre les créateurs de la série et le network, les scénaristes et les acteurs, ce genre de trucs là, tout ce schmilblick. C'est chouette de voir un petit peu derrière le rideau, quoi, et de suivre nos personnages. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de voir saison 2 du coup en 2014 et saison 3 qui vient de sortir là. Trop cool. Bah écoute, je crois que j'ai déjà mis dans ma liste Ouais. sur HBO quand je l'ai vu passer, mais donc tu confirmes que c'est à regarder. Oui, c'est vraiment à regarder. J'aime beaucoup moi la vibe un peu documentaire comme on a sur Modern Family ou sur The Office. Donc t'as beaucoup de moments où le personnage s'adresse à la caméra. C'est très drôle et c'est ouais, c'est très très cool à voir en fait. J'aime vraiment beaucoup. On passe un bon moment. Là en ce moment, c'est comme quand j'ai envie de regarder un truc où je me prends pas trop la tête et je rigole un peu. The Comeback, ouais, allez, un épisode de The Comeback. Ça passe très très bien. Très bien. Eh ben top. Eh ben écoute, je pense que je vais me la regarder. Ouais, tu me diras. Ouais. Eh ben trop bien. Eh ben écoute, moi je vais continuer sur la déception. Ouais. The Testament, donc c'est la suite de The Handmaid's Tale. C'est aussi adapté. T'es en train de rire, mais en regardant, j'étais là, Nat, elle va tellement détester. Elle va tellement détester. Donc, c'est aussi adapté d'un livre de Margaret Atwood, comme pour The Handmaid's Tale. Donc c'est vraiment la suite. Moi, j'ai adoré le livre. Ouais. Et donc du coup, j'étais trop contente Ah qu'il oui. fasse une série. Ah ma pauvre. Et donc, je vais de déception. À chaque épisode, je suis un petit peu plus déçue. Ah ouais. Voilà. Et là, le dernier épisode, l'épisode 6, j'étais là, oh là là, mais arrêtez de nous Bridgertoniser The Handmaid's Tale, c'est chelou. L'épisode 6, c'est le truc avec le thé, c'est ça? Non, avec le bal. Ah, j'ai pas vu encore celui-là. Moi, je me suis arrêtée au thé. Écoute, tu verras de quoi je parle. Tu peux me spoiler, vas-y. Non, j'ai tout dit. Ok. Il y a un bal, il danse comme dans Bridgerton avec de la musique très Bridgerton. Voilà, t'es là. Et voilà, et ça va pas du tout avec l'histoire. Enfin bon, bref, j'ai des notes à n'en plus finir pour me plaindre. On vous fera aussi un épisode qui sortira quand toute la saison sera finie. C'est aussi un épisode par semaine. C'est sur Disney+, si vous voulez regarder malgré ce que je viens de dire, pour vous faire votre propre avis. Et du coup, on sortira, nous, notre épisode en juin. Et et pour l'instant, c'est dur. Et en plus, il y a un truc qui me... c'est que il y a des différences par rapport au livre, ce qui est complètement normal. On peut pas adapter à 100% un livre, et même moi j'aime bien voir comment ils adaptent, est-ce qu'ils choisissent de changer ou de garder. Mais là, les changements qu'ils ont fait, donc je détaillerai ça dans notre épisode consacré à ça, dans lequel je pourrais peut-être faire un peu des petits spoilers du livre éventuellement. Ouais, ça sera super intéressant. Et du coup, en fait, là, je me dis, soit ils ont changé un truc qui a un point central et qui, pour moi, rendait l'histoire intéressante. Ouais. Soit il y a une incohérence énormissime et ils y ont pas fait gaffe. Ah ouais. Voilà. Donc, du coup, à chaque épisode, j'espère qu'on va avoir, je veux pas dire c'est quoi parce que je me dis qu'on va peut-être avoir des reveals à un moment. Je voudrais pas vous spoiler le truc sur lequel je suis gênée. Mais du coup, à chaque épisode, je suis là. Mais alors, c'est pas comme dans le livre ou c'est juste incohérent. Et ça me sort complètement de l'histoire. Ah, en plus de tous les autres trucs qui vont pas. Ouais. Donc, voilà. Ah, non. Ouais. Ouais. Déception aussi de mon côté. Alors bon, pour le coup, j'attendais pas énormément parce que j'ai pas lu le livre et j'ai pas aimé globalement la fin de Handmaid. Mais je crois que c'était toi qui me l'avais vendu d'ailleurs, de me dire, vas-y, tente quand même et tout. Donc je me suis dit, vas-y, on teste comme ça. Mais c'est vrai que mes craintes sont confirmées. Je trouve que c'est très, très ado. Et c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Tu m'avais dit, j'ai peur que ce soit très ado. Je t'avais dit 2-3 trucs que je vais pas répéter parce que justement, ça fait partie de quelque chose qui peut potentiellement spoiler les prochains épisodes à arriver. Et c'est là que je t'avais un peu du coup convaincue. Tu m'avais dit, du coup, c'est intéressant ça va peut-être être bien et pas... Pour l'instant, oui, on est du côté ado. Alors les deux, je crois pas qu'ils disent ouvertement quel âge elles ont. Je pense pas qu'elles aient genre 15 ans, mais à mon avis, elles ont pas plus de 20 ans. Elles sont vraiment, quoique en même temps, Agnès qui va se marier, qui vient d'avoir ses règles, non, elles doivent être jeunes, elles doivent avoir 14-15 ans en fait, en vrai.
Mais Après, je pense que comme il y a un problème de fertilité oui, dans cet univers, ouais, elles ont peut-être. potentiellement leurs règles un peu plus tard, peut-être vers 18 Ouais, ans, tu vois, mais je pense max. Elles ouais, ont max 18 ans, quoi. ouais. Et c'est vrai que du coup, bon, bah, ces différentes phases-là, justement, les premières règles, les copines, les premiers émois, bon, flemme, quoi. Et puis, au-delà de ça, alors pourtant, je trouve qu'il y a un élément que j'aime bien dans la série, par contre, c'est que je trouve qu'il y a un côté très édulcoré par rapport à la violence de Gilead et par Mhm. rapport à la violence de leurs valeurs. Et parfois, à certains moments, on nous rappelle que non, en fait, c'est beau, il y a un beau vernis, mais en fait, derrière ce qui se passe, Ouais. voilà ce que c'est. Je pense notamment à la scène là, je crois que c'est dans peut-être dans le 2e ou 3e épisode. C'est le truc avec comment tu dis en français? The eye, l'œil. Ouais. Le gars qui se retrouve arrêté et on dit ah non, mais en fait, il avait des pensées impures Oui. auprès des filles, c'est pas un mec normal, tout ça. Et donc, il se retrouve dans une salle en deçà et t'as les filles qui sont en hauteur au-dessus de lui et on leur dit, les filles, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un comme ça? Et là, tu les vois toutes avec le visage qui change, Mhm. qui se déforme et elle hurle que c'est je sais plus ce qu'elle dit, mais c'est vraiment, elle hurle, elle l'insulte et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé cette scène-là parce que t'as vraiment le contraste entre les petites jeunes filles toutes proprettes et là, tu les vois, c'est vraiment Ouais. des monstres. Et tu dis, OK, en fait, ce monde-là, ça peut créer ça aussi. Mais bon, c'est un élément parmi plein de scènes autour d'histoires d'amour, de C'est ça. machin, de trucs, bon, flemme, quoi. Et moi, je trouve qu'il y avait un vrai truc sur ça, de nous montrer que le fascisme, il a l'air tout beau, Mmh. tout propre, mais Ouais, qu'il est tout dégueulasse en fait derrière, ouais. Mmh. et que c'était très pertinent aujourd'hui, mais Oui. c'est complètement foiré, quoi, parce que à côté de Mmh. ça, c'est vide. Ouais. Et tu vois, moi, ça me gêne pas forcément qu'il y ait des histoires d'amour et puis des histoires entre filles et tout. Et même, je Mmh. trouvais ça intéressant justement pour avoir ce contraste et tout. Mais en fait, Ouais. alors déjà, il y a ce problème de est-ce qu'ils ont changé ce qui était intéressant et Ouais. ou est-ce qu'il y a une grosse incohérence et plus ça va et plus il y a des trucs. Bah pareil, on parlait de male gaze tout à l'heure. Dans Mmh. l'épisode 6, j'étais là, c'est un mec qui a écrit cet épisode parce que Ah pour ouais? moi, c'est du fantasme de du Du fantasme pervers? ouais, c'est ça, mais c'est Ah ouais, à complètement ce ça. point-là? Alors je me dis OK, ils veulent nous montrer que les mecs qui contrôlent ce monde-là sont des gros pervers, quoi, mais je suis là, mais en Ouais. fait non, ça m'a mis mal à l'aise. Bon, tu Ah ouais, à verras ce quand tu point-là? auras regardé et quand on en Ouais. parlera plus en détail, OK. quoi. Ouais. Ah mince. Donc vraiment, voilà, déception sur Ah! déception. Donc s'il vous plaît, le dieu des séries, la déesse des séries, amenez-nous des trucs Oui, bien là, hein, exactement. parce que On a encore de l'espoir. Mois de juin, House of the Dragon, s'il vous ouais, plaît, que notre mois de que juin soit pas trop, on prévoit des épisodes spéciaux un petit peu. Après, ouais. moi j'aime bien me plaindre. Je vais kiffer défoncer The Testament dans notre épisode spécial, sauf si ça me fait changer d'avis sur les derniers épisodes. Oui, On sait jamais, on sait ça jamais, peut, ça on peut. sait jamais. Oui, ça peut. Bon, voilà, ça peut remonter un peu mais bon, là, la barre devient est Ouais. très, très basse maintenant, donc mais bon. Donc ça peut remonter, Mmh. mais s'il vous plaît, envoyez-nous, ne nous décevez pas sur House of the Dragon, parce que sinon Ah ouais. je ne On va pas réponds plus de supporter, hein. rien. Ah ouais, on va pas pouvoir supporter, Non, là. Ça sera beaucoup trop. non, ouais, s'il vous plaît. Est-ce qu'il te reste des séries? Oui, j'en ai une dernière, Wonder Man. Toi, je crois que c'était la C'est dernière, fini, c'est c'est ça? fini. OK, parfait, on est encore, raccord sur l'alternance, c'est nickel. Sachez que c'est pas prévu, messieurs, C'est dames, on même prend pas pas le temps prévu. de regarder qui fait quoi, comment. C'est ça on travaille bien ensemble. Voilà. Donc oui, je voudrais parler de Wonder Man, qui est une série Marvel qui est Ah sortie oui. en début d'année, en janvier. Ça faisait un moment que je voulais la tester. Je trouvais que tout ce qui était teaser, trailer, ça me donnait vraiment envie et j'avais attendu d'avoir à nouveau Disney+ pour pouvoir la regarder. Donc j'ai commencé ce mois-ci et je trouve que ça commence de très très bonne manière jusque-là. J'ai regardé que 2 épisodes sur les 8 et en gros, on suit le quotidien de Simon, qui est un acteur qui galère à Los Angeles et qui du coup veut absolument trouver le rôle qui va faire que sa carrière va décoller, quoi. Et donc dans le premier épisode, tu sais, c'est vraiment le coup assez classique de l'acteur qui galère et sa femme qui le quitte. Il galère à avoir une audition, il fait tout pour avoir l'audition du prochain gros projet qui se fait en ce moment à Hollywood. Il arrive à s'infiltrer et puis il se passe plein de choses qui font que on suit le quotidien d'un acteur, quoi, en gros, qui galère, quoi. Je veux pas trop en dire non plus. Il rencontre un acteur connu
qui est joué par Ben Kingsley. L'acteur s'appelle Trevor. Et en fait, si jamais vous connaissez bien Marvel, que vous avez bien regardé le MCU, c'est l'acteur qui jouait le Mandarin. Donc c'est un personnage qui est apparu dans Iron Man 3. Et en gros, pour rappeler rapidement, Iron Man 3 est toute une histoire d'un terroriste qui, c'est pas dit ouvertement, mais c'est l'équivalent de l'État islamique, qui du coup perpètre des attentats un peu partout dans le monde. Et il fait un petit peu des vidéos, un peu de propagande pour se mettre en avant, pour dire voilà, je suis le Mandarin, c'est moi qui ai la vérité, etc. Et en fait, à la fin du film, bon, je spoil, mais en vrai, le film a plus de 15 ans, c'est bon. Hein. Mais à la fin du film, on comprend que le Mandarin, en fait, c'est un personnage et que du coup, la personne qu'on voit sur les vidéos n'est pas vraiment le Mandarin. C'est un espèce d'homme de paille, quoi. Et donc, dans cette série-là, on retrouve l'acteur qui jouait le Mandarin, qui est joué par Ben Kingsley, qui est incroyable. Et donc, on suit un petit peu le quotidien de ces deux acteurs, un qui est expérimenté et qui essaye un petit peu de retrouver le contrat qui fait que, et l'autre qui essaye de percer et d'avoir le rôle de sa vie, quoi. Donc c'est une série, si vous l'avez pas deviné jusque-là, je pense que maintenant vous savez, c'est sur les coulisses d'Hollywood. J'adore les trucs de coulisses, de making of, de behind the scenes, tout ça. Ouais, c'est trop bien. Donc là c'est pareil. Mais oui, j'aime trop, je trouve ça super intéressant. Et puis en plus, il y a plein de manières différentes de l'aborder, donc c'est toujours cool d'en savoir un peu plus sur ce monde-là. Donc là voilà, on voit les coulisses un peu. Épisode 1, on voit le casting. Épisode 2, il doit se faire un self-tape, donc il doit se filmer en vidéo et ensuite l'envoyer pour le casting. Et ça, je trouvais ça très cool parce que c'est un truc on entend depuis le Covid, on entend beaucoup les acteurs parler de ça, du self-tape, où avant, pour passer un casting, ils devaient se déplacer, aller dans la pièce, être face à des directeurs de casting et jouer un petit peu en se basant sur leurs réactions, un petit peu ajuster leur jeu, avoir des notes, etc. en direct. Et là, depuis le Covid, maintenant, ils s'enregistrent chez eux et ensuite ils l'envoient. Et donc, pour beaucoup, c'est très compliqué parce que évidemment, t'as pas les réactions et tu sais pas comment jauger ton jeu. Et c'est un exercice très différent et très compliqué. Donc, d'avoir un épisode centré là-dessus, c'était super intéressant de le voir. Déjà, chercher le lieu qu'il faut, réfléchir un peu à son personnage, à ses répliques, trouver quelqu'un qui lui donne la réplique. Toutes ces problématiques-là qui sont que c'est super intéressant de suivre le coulisses et le quotidien, quoi. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas dit, mais bon, du coup, Simon, a priori, va se révéler avoir des pouvoirs. Hein, ça reste une série Marvel. Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas qui est-il exactement, et je n'ai pas lu les comics Marvel, donc je peux pas en dire plus. Mais en tout cas, j'ai envie d'en savoir plus, déjà pour le côté acteur, mais aussi pour le côté super-héros, et qu'est-ce qu'on va nous donner, quoi. Super, donc tu la recommandes? Oui, ouais, vraiment, elle est très très cool, et ça reste une bonne série Marvel. C'est bien filmé, c'est bien écrit. On passe un bon moment, quoi. J'arrête pas d'avoir la pub sur Disney+ pour cette série et je n'en peux plus de cette pub. Je déteste la VF. Il me montre la pub en VF. Ouais. Et c'est insupportable d'avoir vu 50 fois le même petit bout de scène dans un VF que je trouve mauvaise et de la revoir à chaque fois, et je suis là, cette série m'énerve. J'ai pas envie, en fait. Bon, peut-être qu'il faudrait que je la regarde pour me dire non, en fait c'était bien, et quand je reverrai la pub je dirais ouais, bon là c'est mauvais, mais je sais que c'était bien ce petit moment. Peut-être, qui sait. Mais je sais pas si elle a bien marché, j'ai pas été chercher l'info. En tout cas, ils ont mis la dose sur la pub quand tu regardes un truc. C'est peut-être parce justement, c'est peut-être parce que ça a pas marché qu'ils veulent la faire regarder. Mais j'ai l'impression que c'est une série un peu à la WandaVision ou ce genre de choses, tu vois, où on fait un petit peu un pas de côté. Ok, il y a des trucs de super-héros, je pense qu'il va y avoir une super baston, on va y avoir des effets spéciaux, mais il y a aussi le côté un peu pas de côté, et on parle d'autre chose, quoi. Ça me plaît bien, comme ça. Des super-héros dans la vraie vie, un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Les super-héros dans la vraie vie. Ouais. Ok. Est-ce qu'on passe aux news maintenant ? Allez, aux actus. J'ai une liste d'actus, ma pauvre. Pouf. Ah ouais ? Moi, j'ai pas grand-chose. Moi, j'ai beaucoup de choses, et surtout, qu'est-ce qui est en haut de ma liste d'actus ? Devine. Attends. Te connaissant. Ah, mais les stats. Oui, il y a une date. Nous avons le trailer qui est sorti cette semaine, et une date le 7 juin. C'est dans si peu de temps. Alors, est-ce que ce sera diffusé en France le 7 juin ? J'avoue, je ne sais pas, j'ai des gros doutes, parce que la saison 2 n'avait pas été diffusée en live par rapport à la diffusion américaine. Donc, pour la saison 3, est-ce que ça a changé ? Parce que la série a un petit peu gagné en notoriété, mais je sais pas si elle a gagné tant que ça en notoriété en France. Parce que je sais que dans plein de pays, ils l'ont mise sur Netflix, et ça a bien participé à la faire connaître un peu plus, mais pas en France. Ils l'ont pas mise sur Netflix
en France. Et donc, du coup, je sais vraiment pas si on l'aura le 7 juin en France. Donc, faudra peut-être Je te le souhaite. être Cher des débrouillard. séries, on y croit. On y croit. Ben ouais, mais du coup, je sais pas comment je pourrais avoir la certitude. J'ai pas envie de prendre parce que j'ai pas d'abonnement. C'est sur Paramount et sur Canal+. Que c'est dispo là, Ok. les saisons 1 et 2. Mais du coup, Ouais. c'est pas des abonnements que j'ai. Donc, est-ce que Je te dirai. tu me diras s'il y a sur Canal. Ouais, grave. 7 juin, ok, je te dirai. Mais bon. Pas de problème. Voilà, donc on a eu le trailer qui me rend très optimiste. Donc Cool. j'espère ne pas être déçue. Et je vois qu'ils ont mis des trucs. Enfin, on le voit dans le trailer qu'ils vont parler de trucs où je me disais ils vont peut-être pas le mettre ça. Et donc ils l'ont mis. Donc je suis très très contente et j'ai ultra hâte de voir Lestat en rockstar. Et donc c'est l'adaptation de mon livre préféré de tous les livres. Donc mon attente est au maximum. Ne me décevez pas, s'il vous plaît. Et alors petit clin d'œil à Buffy. Ouais. Il y a dans le trailer, donc c'est pas dans le trailer qu'il y a un clin d'œil à Buffy, hein, c'est dans les commentaires sous le trailer, parce que clairement les gens qui sont fans d'Entretien avec un vampire sont fans de Buffy aussi. Oui, Quelle de surprise, fortes chances. quelle surprise. Ça va ensemble. C'est ça. Et il y a un commentaire qui m'a fait mourir de rire parce que il y a un épisode de Buffy, donc je sais même plus c'est quel épisode, hein, parce que c'est vraiment une petite scène où c'est dans la saison 7. Buffy, elle cherche Spike. Elle cherche Spike. Je vais pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas. Ouais. Donc elle cherche Spike. Je crois bien que c'est la saison 7 et elle voit elle va dans un club. Elle demande au videur s'il a vu. Il l'a vu. Elle le décrit et lui dit ah oui un mec qui ressemble à Billy, qui a piqué son look à Billy Idol. Oui. Et voilà. Et Buffy non mais non en fait c'est Billy Idol qui a piqué le look à Spike. Ouais. Voilà, donc bon, c'est drôle. Et donc là, dans le trailer, Lestat fait une reprise d'une chanson de Billy Idol, Dancing with Myself. Et donc dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit: est-ce que Lestat fait une cover de Billy Idol ou est-ce que c'est lui qui a écrit la chanson en premier et Billy Idol lui a volé comme il a volé le look de Buffy de Spike. Magnifique. Voilà le crossover. Billy Idol est une fraude. C'est ça, il pique tout au vampire. Donc ça m'a fait bien sûr beaucoup rire de voir ça dans les commentaires. Il y a d'autres commentaires très très drôles. Si vous savez ce qui se passe dans l'histoire, je vous conseille de les lire. Mais je ne les dirai pas pour ne pas spoiler la série. C'est cool, en tout cas, t'es enthousiaste. Je suis très enthousiaste, j'ai ultra hâte. Allez, plus qu'un petit peu plus d'un mois, ça va passer vite. C'est ça, quelqu'un a mis dans les commentaires. Non, mais les fans sont plus que 45 jours. Quelqu'un l'a dit dans les commentaires. D'accord. Les fans sont hardcore. Hein, 45 jours, 3 heures et 5 minutes, merci. C'est un peu ça. Trop bien. Voilà, les fans de vampires sont souvent un peu intenses. Hein, c'est comme ça. Oui, mais... On vit notre passion. C'est des passionnés, ça, voilà. Exactement. Oui. Bon, qu'est-ce que t'avais comme actu, toi? J'ai une petite actu qui en tout cas, moi, je le vois beaucoup sur les réseaux. C'est que c'est les 15 ans de Westeros. C'est les 15 ans de la création de Game of Thrones, la série, bien sûr, hein, pas les bouquins. Et donc, du coup, HBO, ça commence à faire. Et donc, du coup, HBO, ils font beaucoup de communication autour de ça, de dire, OK, 15 ans de Westeros, il y a eu des reels, il y a eu des petits extraits, des petits behind the scenes qui sont sortis. Notamment, un que j'ai trouvé très, très chouette, je vous le mettrai dans les commentaires, dans la description. Un où t'as un montage avec les différentes les dernières scènes des acteurs iconiques. Donc, tu vois, par exemple, tu vois Emilia Clarke, sa dernière scène, et tu vois tout le crew autour d'elle, et tu sais, quelqu'un qui annonce, c'était la dernière scène d'Emilia Clarke. Et donc, elle fait un petit discours, et puis pareil pour Nicolas Coster-Waldau, j'arrive toujours pas à le dire, pour Kit Harington, enfin, tout ça, tous ces acteurs-là. Donc, voilà, c'était chouette d'avoir cette petite célébration, et de se dire, punaise, ça fait déjà 15 ans. Je trouve que c'est à la fois court et à la fois énorme. Et en même temps, c'est chouette parce que
ça permet de célébrer un petit peu les fans et de célébrer un peu l'engouement autour de la série. Et moi, j'ai une news un petit peu perso autour de ça, c'est que j'ai ma nièce là de 15 ans qui vient de regarder Game of Thrones. Et du coup, c'est trop cool de pouvoir en parler avec elle, tu sais, de dire « Ah, mais t'as pensé quoi de ça? Et quoi? Et machin? Et truc. » Et en plus, il y a tout ce truc où je l'ai vu hier, et elle me dit « Mais c'est la meilleure série de tous les temps, elle m'a marqué de ouf. » Donc c'est trop cool, je trouve, de pouvoir partager ça aussi maintenant avec une autre génération, quoi. Carrément, ouais. C'est clair. Voilà. À toi, c'est quoi ta prochaine news? Et ben alors, on avait déjà eu il y a quelques mois le casting de la saison 13 de American Horror Story qui avait été annoncé, et vu le casting qu'il y avait un peu tous les anciens qui revenaient, on se disait ce serait pas une petite suite de Coven? Et ben ça a bien été confirmé, c'est donc une suite de Coven et de Apocalypse. Donc Coven c'est la saison 3, Apocalypse c'est la saison 8. Et le tournage a commencé. Donc il y a pas de date du tout de sortie, mais je pense que ça sortira l'année prochaine peut-être. En fin d'année. Je sais comment, en fin d'année ça me paraît tendu quand même, mais ça vient de commencer. Bon. En tout cas, c'est donc bien une suite de Coven et Apocalypse. Donc les haters de ces saisons vont encore dire encore de ça, on s'en fiche. Moi, ayant bien aimé ces saisons-là, je suis contente qu'on nous fasse une suite. Donc je suis curieuse, curieuse et un peu... Je suis contente si je me laisse comme ça sans réfléchir. Si je réfléchis un peu, j'espère quand même qu'ils sont pas là parce qu'ils ont plus d'idées, donc on ressort le truc qui a le mieux marché et on va faire une suite un peu bof, quoi. J'espère qu'ils ont une vraie idée, un vrai truc bien, et que ça va vraiment valoir le coup, et que c'est pas juste on savait pas quoi faire, nos dernières saisons étaient pas top, du coup on ressort les sorcières, là ça marche toujours, bim. Donc et c'est cohérent de mixer les deux saisons, les deux univers? C'est Apocalypse, c'est déjà la suite de Coven. Ah, ok, d'accord, je savais pas. C'est pour ça. Ok. D'accord, ok. Bon, oui, ça fait sens alors. Donc c'est la suite, voilà. Ils ont pas, je sais pas s'ils ont dit que c'était la suite d'Apocalypse, mais pour Apocalypse c'est la suite de Coven. Si c'est la suite de Coven, c'est la suite d'Apocalypse, quoi. Enfin, pour moi, dans ma tête en tout cas. Voilà. Okay. Je sais même pas s'ils ont dit que c'était une suite ou s'ils ont dit c'est l'univers avec les sorcières, parce que ça se trouve ça pourrait être un prequel ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est les mêmes acteurs. Je me souviens plus des noms du mot exact qui a été utilisé pour annoncer ce que c'était, mais bon, pour moi c'est une suite. Mais entre prequel, sequel, reboot, revival, on sait plus. Des fois, monde parallèle. Donc tout est possible. Et donc si d'ici là vous avez envie de vous replonger là-dedans, parce que ça commence à dater quand même un petit peu, parce que là c'est la saison 13, donc c'est la suite de la saison 3 et de la saison 8. Donc ça commence à dater. Il va falloir se mettre d'accord. C'est disponible sur Disney+, si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Je pense que je me ferai peut-être un petit rewatch de ces deux saisons. Oui, au moins tu seras au clair et ça le fera. J'aime bien me rappeler les trucs que j'ai bien aimés. J'aime bien les revoir avant qu'on ait du nouveau contenu pour tout voir. Moi, j'aime bien voir tous les détails. Grave, je suis trop comme toi. Tu vois le truc 5 fois, tu dis en fait, ils avaient pensé. Ok, ce truc-là, je l'avais pas vu la première fois. Mais c'est pour ça que moi, je me lasse pas du tout de faire des rewatch et que je peux regarder 5 fois la même série, mais parce que c'est jamais la même chose. Quand tu la regardes, tu vois des nouveaux trucs, tu vois des trucs arriver, et plus tu la regardes, plus tu vois les détails, quoi. Je vois dans Buffy maintenant, mais je vois des détails que j'aurais jamais vus avant, quoi. Donc c'est trop cool, ça. Donc, vous qui nous écoutez, faites des rewatch. Faites des rewatch, franchement, faites des rewatch. Qu'est-ce pas que de tout, bien sûr, mais... pas de Malcolm, la suite. Certainement pas. Certainement pas de rewatch, là. Oubliez plutôt. Là, on veut l'oublier, celle-là. Sur ma liste, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai vu passer une annonce aussi. Et c'est rigolo parce que je trouve que avec le temps, quand tu suis les acteurs sur un certain long terme, moi, en tout cas, ça me fait ça, je commence un petit peu à m'attacher. Tu me dis, en fait, il y a certaines news, des fois, dans la vie des acteurs où tu dis, oh là là, je suis trop content pour lui, tu vois, genre, je suis trop content que son projet avance et c'est trop cool que ça se passe, quoi.
Et là, ça m'a fait ça avec l'annonce de Everything is Doing Great qui va arriver sur Netflix. Si jamais vous n'avez pas entendu parler de cette série, parce qu'elle est quand même pas très très connue. C'est une série qui a été créée par James Lafferty et Stephen Colletti, donc 2 acteurs qui étaient dans Les Frères Scott, qui jouaient Nathan et Chase. Donc pour la petite histoire, je pense qu'ils se sont rencontrés sur le tournage, ils sont devenus potes et ils ont eu ils ont mis en place ce projet ensemble. Et donc Everything is Doing Great, ça raconte l'histoire de 3 acteurs, donc 2 gars, une fille, qui étaient au centre d'une série de vampires, Wink Wink Vampire Diaries, série de vampires qui a marché énormément et du coup qui galèrent à passer à autre chose, quoi, à trouver un nouveau projet et rebondir après ce gros succès. Et donc c'est écrit par Lafferty et Colletti, et donc c'est pareil qu'avec The Comeback, on sent un petit peu qu'ils ont mis un petit peu d'eux-mêmes dans leur personnage. Ils parlent un petit peu à demi-mot de leur expérience avec les frères Scott. Et donc, c'était une série qui, je crois, qui a été autoproduite. Ils ont fait la saison 1, ils l'ont diffusée, je ne sais plus où, mais sur une chaîne un peu obscure. Non, c'était pas Hulu. Mais bon, bref, ils ont fait la saison 1, ça a été un peu galère. Saison 2, ils ont un peu galéré aussi à la financer. Ils en avaient discuté un petit peu, ils en avaient parlé sur les réseaux. Ils avaient fait une petite promo, ils étaient venus à Monte Carlo, au festival de la télé de Monte Carlo, pour présenter la saison 2 et pour essayer de la vendre. Et ça a été compliqué. Ça faisait un moment, tu vois, que le truc était dans les tuyaux. Et là, de voir, ça arrive sur Netflix, c'est comme, c'est trop bien pour vous, je suis trop contente pour vous. Et en plus, trop contente pour moi aussi, parce que je vais enfin pouvoir voir la saison 2, que je n'ai toujours pas vue. La saison 1 terminée en plus sur un cliffhanger. Donc voilà, Everything is Doing Great. C'est pas une série ultra incroyable, mais c'est vraiment chouette à suivre. Encore une fois, c'est des quiz d'Hollywood, des acteurs, machin. Mais voilà, c'est avec des acteurs avec qui on a un petit affect, quoi. Donc, ouais, c'est puis toujours chouette de voir ça. je trouve ça cool cet angle de l'acteur qui a été dans une série ultra connue et après, parce qu'en fait, mais il y en a tellement des acteurs qu'on a vus pendant 8 saisons. Qu'on identifie énormément à leur personnage, mais en fait après ils ont presque rien fait ou en tout cas c'est un peu sous le radar parce que c'est tellement difficile de se détacher de ce personnage auquel on t'associe, quoi. Oui, et puis en plus c'est aussi compliqué parfois. Tu vois, c'est un des thèmes qu'on voit dans la série, dans la saison 1, c'est-à-dire que quand tu es à la télé et que tu es identifié comme tel personnage, surtout Nathan Scott qui était genre le bad boy qui est devenu le good guy, et ben du coup quand tu as certainement projeté une certaine image qui n'est pas toi, évidemment, et donc il y a ce décalage là qui est compliqué à gérer, en plus du fait de trouver un autre job et subvenir à ses besoins, parce que malgré tout ça reste un job. Donc c'est vraiment très très touchant, et je suis vraiment, tu vois, c'est tout bête, hein, mais je suis contente pour eux. Je me dis ok, c'est un projet qui est là depuis plusieurs années. Et là, enfin, que ça arrive sur Netflix, peut-être que ça va avoir le succès que ça mérite, quoi. Trop bien. Bah oui, carrément. Une petite, d'être mis sur une grosse plateforme, ça peut faire un petit boost, hein. Ouais. J'en parlerai le mois prochain. J'espère que ce sera, oui, je crois que c'est à l'échelle mondiale, hein. Je pense pas que ça soit qu'aux États-Unis, donc je regarderai, c'est sûr, j'en parlerai. Trop cool. Moi, dans la suite, j'ai alors Kate Moning et Lisha Hailey, ces 2 actrices qui ont joué dans The L Word. Kate Moning jouait Shane et Lisha Hailey jouait Alice. Et donc elles sont lesbiennes dans la vraie vie, pas qu'à l'écran. Non, mais les personnages queer ne sont pas toujours joués par des gens queer, hein. Oui, donc c'est vrai. Donc elles sont, ça a son importance. Ok. Je précise quand même, ça sort pas de nulle part, ça a son importance pour ce que je vais dire. Donc elles sont lesbiennes dans la vraie vie, elles sont aussi amies, elles ont un podcast ensemble et elles ont publié un livre qui est un mémoire elles 2 écrits ensemble, justement, qu'elles parlent de leur expérience d'actrice dans Hollywood, dans The L Word, et le fait d'être des icônes queer. Parce que c'est des vraies icônes queer. Et donc, ce livre s'appelle So Gay for You, Friendship, Fun Family and the Show That Started It All. Je l'ai pas encore lu, c'est dans ma liste de choses à lire, mais il a pas été traduit en français. Malheureusement, donc je pense pas que ce sera traduit en français, mais bon, si vous parlez anglais et que vous avez aimé The L Word et que vous aimez ces actrices, bon, vous savez que ce livre existe. Et bref,
tout ça pour dire que ce livre va être adapté en série, du coup, qui parlera de leur expérience. Je sais pas si ce sera avec elles comme dans leur propre rôle. J'imagine que oui, et que ça me plairait en tout cas que ce soit comme ça. Ouais. Et donc voilà, ça va être adapté en série. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Ça va être réalisé par Charlie Covell, qui a réalisé The End of the Fucking World et Chaos. Pas mal. Ouais. Pas plus d'infos de quand, de machin, hein. Ouais. Ça vient juste d'être annoncé comme projet, donc on verra où ça ira et si ça arrive, parce que des fois, disparaît en cours de route, le projet, on sait, voilà, hein, on se souvient d'un truc qui commence par B, finit par P, merci. Mais donc, voilà, je me demande ce que ça va donner, mais j'espère que ça va naître, et puis je regarderai si ça arrive. J'ai dans l'actu, genre, nouvelle saison qui est arrivée, j'ai la saison 4 de From qui a commencé, mais c'est genre, j'ai vu un épisode, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé aujourd'hui. J'en parlerai. Je pense que je vais attendre de finir la saison. Ouais. Et d'en parler parce que bon, ça commence à faire, je vous en parle à chaque fois. Mais en tout cas, c'est très prometteur, ça commence très bien et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Donc, un truc très très cool à l'horizon, je pense. Enfin, une série qui revient et où t'es enthousiaste de dire, ok, chaque semaine, j'ai hâte d'avoir mon petit épisode, quoi. Trop bien. Et j'ai vu que la saison 5 avait été annoncée, enfin, était en production et que ce serait la dernière saison. Oh, je savais même pas, trop bien! Eh bah, écoute, j'ai vu ça, alors j'espère que c'est... Non, mais si, c'est une vraie info. J'ai eu gros doute, tu sais, tu te dis c'est une vraie info ou pas, sinon elle l'a pas vu. Mais non, je me souviens très bien tout à l'heure en ayant regardé mes captures d'écran. Ouais, sur qui sont, mais les fameuses captures d'écran, que j'ai bien regardé, que c'était un vrai compte officiel qui avait posté cette info. Cool. Donc, voilà. Trop cool. Déjà qu'il y a une saison plus, et en plus c'est la dernière. C'est la dernière. Parfait. Il conclut. Parfait. Voilà, merci. C'est ce qu'on veut. C'est très bien. Un truc qui dure 15 ans. Saison, c'est très, 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 très bien. Ouais, exactement. Eh ben, trop cool. Ouais. J'ai hâte. J'ai hâte d'en parler. Quoi d'autre pour toi? Alors, Blood of My Blood, le spin-off de Outlander, la saison 2 a été annoncée pour cet automne sur HBO. Pourquoi? Non, je dis pourquoi sur HBO, c'est sur Netflix, c'est ça? Bon, bref. Peut-être que c'est sur les deux. Je sais plus. Ouais, si, je crois que c'est sur HBO aussi. Bon, bref, en tout cas, la saison 2 a été annoncée pour cet automne. Et c'est bien, enfin, la saison 1, c'était l'automne dernier. Donc, merci de prendre, de prendre ces petites habitudes. Ah oui, bon petit rythme, on aime. Pas mal. T'as hâte de voir? Bah écoute, c'est comme pour Outlander. C'est un univers où je suis mitigée. J'ai des moments où je m'ennuie royalement, des moments où je suis captivée et je suis là, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, je suis toujours un peu entre les deux. Mais n'empêche que quand il y a une nouvelle saison, je vais la regarder tout de suite parce qu'il y a toujours des trucs qui me hook et en même temps, il y a des trucs qui me... voilà. c'est un peu mi-figue, mi-raisin. C'est bigou pour moi. Oui, c'est du love-hate, quoi. C'est un peu ça, mais en même temps, il y a vraiment des trucs quand même qui me plaisent, tu vois. Donc, mais il y a des moments où je suis là, c'est long. Donc voilà, toujours un peu mitigée. J'ai essayé de lire les livres, j'ai pas réussi. C'était vraiment trop longuet, c'était chiant. Enfin, j'ai trouvé personnellement que c'était vraiment chiant. Mais voilà, après la première saison, tout le monde l'adore, mais moi j'ai pas accroché, j'ai accroché beaucoup plus tard en fait. Donc peut-être qu'il faudrait que je commence au livre 3 ou 4, je sais pas. Donc voilà. Tu nous en reparleras dans ce cas. Rendez-vous à l'automne. Je vous en reparlerai. Rendez-vous à l'automne et puis déjà rendez-vous le mois prochain pour la fin d'Outlander. Oui, Outlander, oui, carrément. Pour rester dans le même univers. Ouais. Qu'est-ce que t'avais d'autre? Je regarde un petit peu ma liste. Alors, juste une news pour faire la continuité par rapport au point série du mois dernier. Je vous avais parlé de Laguna Beach, le Reunion. J'avais trop hâte, trop bien. La série de mon adolescence, machin. Ils ont mis le Reunion sur une chaîne obscure que personne connaît. Enfin, personne connaît, j'exagère, mais bon, en tout cas, c'est pas un truc connu à l'international, quoi. C'est Roku Channel, je sais pas comment ça se dit. Donc là, pour l'instant, impossible de voir. Je croise les doigts pour que ça arrive sur des plateformes. Il y a notamment une plateforme qui s'appelle IU, c'est genre la plateforme de la télé-réalité. Donc, ça serait cool que ça arrive là-dessus parce que j'ai envie de voir quand même mon petit Réunion, quoi.
Donc voilà, grosse déception de ce côté-là. Mais si jamais il y a certaines personnes qui attendent comme moi, je ne désespère pas et je vous en reparlerai. On y croit. C'est ça. Je ne lâche pas. Est-ce que t'as vu qu'il y a un reboot de La Petite Maison dans la Prairie? Quoi? Non, j'ai pas vu. Ça sort sur Netflix le 9 juillet. Ouais. Quoi? Il y a le trailer qui est sorti, je le mettrai dans les notes. Mais pourquoi? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un grand classique. Enfin, aussi bien la série que le livre sont des grands classiques. Donc, moi, je me dis, ça peut être... parce que du coup, j'ai vu le trailer, ça a l'air quand même très différent de la série qu'on connaît. Parce que déjà, je pense que ça va être plus court, donc beaucoup moins étalé, beaucoup moins de drama exagéré, de trucs comme ça, tu vois, un peu plus simple, si on veut. Donc, je me dis, c'est peut-être plus proche de l'histoire, de la vraie histoire, de la vraie Laura Ingalls, tu vois, et de son livre. Enfin, je sais pas, je l'ai pas lu le livre, mais je me dis, ça peut être un peu plus proche et un peu plus proche de l'expérience de ces gens qui allaient s'installer un peu au milieu de nulle part, quoi, tu vois. Enfin, donc, je me dis que ça peut être intéressant. Franchement, le trailer, je me suis dit, ouais, je vais peut-être regarder. J'ai envie de savoir ce qu'ils ont fait et je pense que vraiment le ton et l'ambiance vont être très différents de la série qu'on connaît, quoi. Faut vraiment pas s'attendre à la même chose, enfin, à mon avis. Donc, tu regarderas le trailer et tu verras. Moi, j'essaierai le trailer parce que c'est vrai que je suis étonnée déjà qu'il y ait un reboot et surtout que ça soit sur Netflix. Parce que pour moi, alors j'ai adoré La Petite Maison dans la Prairie, mais pour moi, c'est pas la série la plus moderne. Quand tu vois les valeurs que ça véhicule, c'est quand même des valeurs assez conservatrices. Et du coup, je trouve que ça matche pas avec la DA de Netflix. Mais bon, encore une fois, pourquoi pas. Et puis, c'est peut-être aussi révélateur de l'Amérique de maintenant. Peut-être que ça répond aussi à un besoin, une envie. Mais j'avoue que je suis assez étonnée. Après, je crois que le livre, pour les Américains, c'est vraiment un classique et c'est un classique de la littérature jeunesse, tu vois. J'ai vu dans les commentaires, alors je pense que c'était sous le trailer que j'ai dû regarder les commentaires, pareil, en me disant pourquoi et qu'il y avait des commentaires de plein de personnes qui disaient mais j'ai tellement aimé lire ce livre quand j'étais petite et tout, je suis trop contente qu'ils en fassent une adaptation moderne. Donc tu vois, je me dis que c'est peut-être aussi parce que gros classique de la littérature de jeunesse aux États-Unis, mais pas du tout classique pour nous, quoi. Nous on voit que la série et Laura qui tombe enfin pas Laura mais la petite qui tombe dans la colline, quoi. Donc je pense qu'il y a ça aussi, on n'a pas le même attachement peut-être à la série. Et après ce que tu dis aussi sur la situation des États-Unis, à quel point ça va influencer les créations de séries. Moi, j'avoue, c'est quelque chose qui m'inquiète régulièrement. D'ailleurs, là, le rachat de la Warner a été confirmé par Paramount. Finalement, c'est pas Netflix qui va racheter, c'est Paramount qui rachète. Et moi, j'avoue que régulièrement, je me dis, est-ce qu'on va continuer à avoir des bonnes séries américaines et qui sont progressistes et tout, ou parce que vu que ça ne fait que s'empirer aux États-Unis, je me dis au bout d'un moment ça affecte forcément la création et les arts et tout ça, quoi. Donc est-ce que ces gens ils vont se barrer ou est-ce qu'on va avoir des séries plus conservatrices, tu vois? Pour l'instant, je sens pas d'impact quand je regarde des séries, mais je me dis est-ce que ça va arriver, tu vois? Peut-être pas, je suis peut-être juste parano, mais quand même, il y a quand même de bonnes raisons de l'être, quoi. Oui, il y a clairement des bonnes raisons de l'être. Après, on verra ce que ça donne parce que en soi, le problème, c'est pas qu'il y ait des séries conservatrices parce qu'il y a un public conservateur, donc il faut bien créer pour eux aussi. Enfin voilà. Et j'ai beaucoup de mal avec l'argument de dire oui, mais tout ce qui se fait à la télé maintenant, c'est woke, machin. Non, il y a des séries encore conservatrices, il y en a plein qui marchent. Juste le premier qui me vient, Yellowstone, pardon, c'est pas du tout woke. Donc, ok, ça se fait encore maintenant et pourquoi pas créer des productions qui soient plus conservatrices. Mais c'est juste que il faudrait pas que ça soit au détriment c'est ça. D'autres séries plus progressistes, quoi. Et c'est vrai que tu vois, là, ce que tu me dis, ça me fait penser un peu à ce qu'avait dit Sophia Bush par rapport au reboot des frères Scott. Où elle a dit, en fait, ça va pas se faire parce que actuellement, moi, en tant que progressiste et en tant que femme queer, je suis pas la préférée de notre gouvernement et je suis pas la préférée des décideurs dans les médias. Donc, je pense qu'il y a déjà peut-être des répercussions, On va voir à quel point c'est répandu. Mais, peut-être qu'il y a déjà un petit peu quelque chose, quoi.
On verra. On verra. Bon, et ma dernière actu, c'est The White Lotus. Le tournage de la saison 4 a commencé. Donc, ça se passe en France. Donc, ça se passe sur la Côte d'Azur et apparemment, ça se passera pendant le Festival de Cannes. Oh, voilà. Pas mal. Donc, on verra. Ouais, carrément. Ça me donne presque envie d'essayer, tiens. Parce que j'avais pas trop aimé la fin de la saison 1. J'ai tout regardé, mais j'avais pas trop aimé. Saison 2, je crois que j'ai commencé, je me suis arrêtée. Saison 3, j'ai même pas essayé. Saison 4, je me dis, pourquoi pas, Festival de Cannes, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans la fin de la saison 1, sans spoiler, si on peut le dire sans spoiler? En gros, la saison 1, t'as une histoire de quelqu'un qui est mort et on cherche à savoir pourquoi et par qui. T'as ça dans toutes les saisons. C'est le concept. On commence par quelqu'un est mort et après on revient une semaine en arrière et toute la question c'est qui est mort et tué par qui. Ça encore, c'est pas ça qui me gêne, mais c'est en fait, je me souviens que la saison 1, j'avais été déçue de l'explication. C'est surtout ça, en fait. Et j'étais comme, tu vois, vraiment, ce qui m'avait tenu, c'est cette révélation-là, parce que au-delà de ça, les personnages, j'avais pas trop aimé, les situations, le scénario, ça m'avait pas transcendé. Mais j'avais vraiment ce truc de, ok, je veux savoir qui a tué et comment. Et en fait, ça m'avait déçu. Donc, j'avais déjà eu des sessions. Et quand j'ai commencé la saison 2, j'ai vu justement qu'il y avait un peu la même mécanique. Et encore une fois, les personnages me parlaient pas plus que ça. Donc, j'ai pas continué, quoi. Je suis pas sûre que t'accroches. Ah ouais? Mais bon, tu peux, comme c'est quand même, alors il y a toujours un personnage qui revient de saisons précédentes, mais ça reste quand même des histoires très indépendantes. Donc je pense que même si on n'a pas le background de ce personnage qui revient, on peut tout à fait comprendre le reste et regarder la série. Donc tu pourras, je pense, tester la saison 4 toute seule et voir si ça te plaît, si le pitch et l'endroit te plaît. Ouais, si ça fait quelque chose, c'est vrai quand même. On verra bien. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien quand on tourne des trucs en France et qu'on le fait bien, tu vois. Oui, bien sûr, quand c'est bien. Quand c'est bien. Quand ils arrivent en France et que tout d'un coup, aux États-Unis, c'est 2000, on est en 2015, ils arrivent en France, on est en 1970. Wink, wink. On sait de qui tu parles. De plusieurs. À qui tu penses? Moi, j'étais en train de penser à Daryl Dixon. C'est ça qu'il y avait eu ce truc-là dans Daryl. Enfin, avec non, justement, moi, j'ai adoré l'adaptation de Daryl Dixon. Mais il y avait pas un truc comme ça où justement il y a un décalage entre la modernité américaine et la modernité moi j'ai pas du tout trouvé. Après oui, je crois que non, moi j'ai pas trouvé. Après c'est un monde post-apocalyptique 20 ans après un truc zombie, donc c'est pas, moi j'avais pas trouvé ça. Mais après voilà. Non, par contre, je pense à Gilmore Girls, quoi d'autre, je vais dire Sex and the City, mais en fait non, je crois pas. Sex and the City c'était correct. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en a d'autres. Emily in Paris, non? Il y a pas un peu ça? Alors, Emily in Paris, c'est pas vieillot. C'est pas genre, mais par contre, c'est complètement à l'ouest, hein. Ouais, mais alors moi, j'ai vu que le pilote, mais je me souviens encore de cette réplique où la gamine de 20 ans qui arrive et qui dit, vous savez peut-être faire du marketing, mais alors nous, on a inventé les réseaux sociaux. T'es comme, ok, très bien, merci. Très bien. Donc, bref, voilà. Oui. The White Lotus à Cannes. On verra ça un jour. Ok. Et j'ai fini pour mes actus. Donc, c'est la fin de cet épisode. C'est la fin de cet épisode. Oui, on est resté dans les temps. On est pas mal, hein. Très, très peu. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, c'est du Buffy. On regarde l'épisode 1 de la saison 2. Ouh. Il y a plein de belles choses à dire. En plus, on a déjà enregistré. Vous allez voir, c'est cool. C'est très, très cool. Donc, cette saison 2 est exceptionnelle. Donc, voilà, on s'embarque pour que du bonheur. C'est ça. On est parti pour un bon petit voyage là de 24 épisodes. Ça va être trop bien. Trop bien. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Blabla série avec un s.podcast sur Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube. Et vous pouvez aussi nous envoyer un mail à blablaserie.podcast@gmail.com. Toi, Nat, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Threads, @tuto Pinterest, TUTOS Pinterest. On parle de séries, des séries d'actu. Je râle un peu, genre mon dernier thread, j'ai râlé sur le dernier épisode d'Euphoria. Désolé, on va râler, on va débattre, hein. Et toi? Moi, on peut me retrouver sur Substack, Chloé Chenet, CHLE, CHENIS. Ça s'appelle La Chronique, mon petit espace, et on parle de
ce qui me passe par la tête sur le moment. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et nous laisser un petit avis. Et vraiment, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ah, magnifique. En tout cas, ouais, ça nous aide vraiment à faire connaître le podcast. Donc, vraiment, merci si vous le faites parce que c'est cool. Ça nous permet d'avoir plus de personnes qui nous écoutent et nous, ça nous fait plaisir quand des gens nous écoutent. Et c'est trop cool de voir, là, ça commence, on en parlait tout à l'heure, on voit les chiffres qui commencent à monter, on a réussi, ça y est, à toucher des fans de Buffy sur les réseaux sociaux. Carrément. Donc c'est incroyable, c'est trop cool d'avoir un peu les réactions des gens, des discussions en commentaire et tout, ou même en message privé. Donc c'est toujours trop cool d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots. Même dites-nous, qu'est-ce que vous avez regardé en avril? Est-ce qu'il y a des séries qui sont dans votre liste aussi, qui correspondent aux nôtres, ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des séries que vous voudrez qu'on aborde aussi? Parce que c'est vrai que les possibilités sont très très larges. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On adore parler avec vous, c'est toujours trop cool, quoi. Carrément. N'hésitez pas. Et puis, pour le moment, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.